Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ensemble pour une table ronde dans le cadre d'Horizon UX avec les étudiants de l'école multimédia. Salut à tous. Vous avez déjà eu une table ronde aujourd'hui sur l'IA et l'UX et cet après-midi, on va s'attaquer à l'éco-responsabilité. On va se poser pas mal de questions. On va essayer de creuser le sujet, apporter des réponses. Alors, n'hésitez pas à interagir avec nous, que ce soit les étudiants en direct avec nous ou alors sur Twitch. On est bien accompagné cet après-midi. Alors, je suis honoré d'avoir un public avec nous, mais aussi surtout d'avoir Chloé, Stéphanie et Eline. On va rapidement faire un tour d'horizon pour vous connaître un petit peu mieux. Donc, Chloé, toi, tu es Head of Design d'Exalt. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, qu'est-ce qui t'a défini, et après nous donner un peu ton savoureux donuts qu'on prépare, quel serait ton goût, ton nappage ou ton topping. Déjà, c'est de te cerner un peu plus. Enchantée, bonjour à tous. Donc moi, pour me présenter, pour savoir un petit peu plus que je suis, moi, je suis socio-anthropologue et ergonome de formation. Ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt UX Researcher UX. Et ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier-là et ça fait environ 5-6 ans que je suis plutôt sur des postes de design manager, donc plutôt associé à l'organisation des équipes, à l'amélioration de cette organisation-là et surtout tout ce qui est strat, vision et cohérence des produits omnicanaux et pluridisciplinaux. Donc c'est assez intéressant. Comme tu l'as très bien dit, je suis Head of Design chez Exalt, donc une société de conseil, et j'accompagne le développement de l'offre design en recrutant des designers et surtout en allant rencontrer beaucoup de nos clients pour comprendre c'est quoi leur organisation, qui ils sont et de quel type de designer ils ont besoin. Voilà, et de la montée en compétences en continu des designers chez nous. Euh, Alors, pour... si tu devais être un donut, Voilà. quel serait Alors, celui-là? Moi, ce clairement, serait. moi, je suis remplie de théories, de pratiques et de plein d'anecdotes parce que, en plus de 10 ans, ça en fait des anecdotes sur le design, sur des petits produits, sur comment ça se passe, etc. Et j'adore la théorie. De base, la sociologie, ça reste dans mon petit cœur. Le glaçage, c'est clairement un glaçage avec une vision produit et strat que j'arrive pas à enlever de ma tête au quotidien sur pourquoi on fait les choses comme ça, comment on y va, comment on prend les décisions, comment on s'assure de ces décisions-là. Et le petit topping sur dessus, ça reste le design ops avec l'organisation des équipes design avec les autres métiers. Et surtout le management que j'aime vraiment énormément et qui permet de faire grandir et de grandir soi-même. Donc voilà, ça sera mon petit topping. Ok. Merci. Globalement, avant de passer aux autres présentations, pour toi, l'éco-conception, ça veut dire quoi? Quelle est ta vision, juste en quelques mots, hein, c'est juste pour effleurer le sujet. Euh, pour moi, l'éco-conception, c'est essentiel. En fait, c'est au même niveau que l'accessibilité. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire, qu'on va être obligé de faire. Et moi, j'ai pas envie d'attendre que l'accessibilité, que la Commission européenne enfin verbalise en fait les sites web, etc. pour commencer à faire ça. J'ai envie qu'on commence maintenant parce qu'en fait, c'est le produit de demain et on est obligé d'y passer pour la planète, pour la sauvegarder. Et c'est comment on y va et comment on y va dès aujourd'hui avec Mhm. tout ce que ça implique aujourd'hui. Voilà. Ok, une urgence, une obligation. Ok, génial. Merci en tout cas de t'être présentée. Eline, je vais te demander de nous expliquer un petit peu qui tu es. Donc toi, tu es product designer chez Octo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et derrière nous faire saluer avec ce donut qui serait le tien? Ok. Du coup, moi, c'est Eline. Je suis product designer chez Octo. Je fais pas mal du X et du Y. Donc, en fait, c'est un peu compliqué de me définir. Ça va dépendre des projets. Octo, c'est un cabinet de conseil. Donc, on change souvent de sujet. Et ça fait 3 ans que je suis là-bas. Et avant, j'étais entrepreneur et avec un parcours voilà, de direction artistique spécialisé en design interactif. Donc, des sujets qui sont assez... Enfin, ça fait une suite logique en tout cas. Je sais plus c'était quoi ta question. Tu voulais me demander le donut. Ouais, savoir Ou j'ai si oublié tu les informations. ouais, si tu veux te représenter, quel serait le goût, le nappage et le topping de Ok. de Alors ta moi, famille.
je dirais, si je dois faire une idée, un parallèle avec les goûts, j'ai réfléchi ce midi, hein, parce que c'est pas facile. Je pense que je ferais un goût nature parce que je pense que les choses les plus simples sont les plus efficaces. Et par contre, en nappage, un truc un peu style goût crème brûlée, parce que tu vois, la crème brûlée, c'est un peu le truc, tu as une couche solide, et après, dessous, tu creuses, et c'est quand même, c'est sympa, c'est moelleux et tout. Donc, ça, pour moi, ça représente un peu l'expérience en général. Aujourd'hui, tu es censé avoir un truc un peu dur, et après, si tu creuses et que tu es confronté à des difficultés, ben pouf, tu as un truc un peu plus fluide et qui s'adapte à tes besoins. Pour moi, c'est un peu ça ma vision. Et après, en topping, je pense un truc un peu sympa qui rapporte un peu de valeur. Genre, pour moi, la valeur, elle est essentielle, que ce soit de la point de vue valeur business ou valeur utilisateur. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Mais du coup, genre, des petites paillettes ou des trucs comme ça. Je pense que je mettrais quelque chose comme ça dessus. C'est un truc bizarre, mais ça pourrait être pas mal. Voilà. Ok. Et quelle est ta vision, en quelques mots, encore une fois, de l'éco-conception? Qu'est-ce que ça Et implique? pour moi, l'éco-conception, c'était une découverte il y a 2 ans. Parce que Octo, enfin là où je bosse, ils ont fait des formations pour tout le monde et je me suis pris une grosse claque. Et pour moi, je me suis dit en fait, comment est-ce qu'on a pu ne pas y penser avant? Comment on a pu ne passer à côté? Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que c'est juste, il y a une grande majorité, après je pense qu'on en reparlera pendant les 2 heures, mais une grande majorité, c'est des b.a.-ba et c'est comment est-ce qu'on met en valeur ces b.a.-ba pour faire au mieux? Donc je pense qu'en fait, tout le monde est concerné et tout le monde peut mettre en place des choses. Et c'est important de le garder au quotidien. Même si on n'est pas sur un projet full éco-conception, je pense qu'en tant que UX, c'est notre responsabilité pour l'avenir et pour la planète de le garder en tête et de mettre en place les choses, les bonnes pratiques. Voilà. Ok. Merci pour cette présentation, c'est beaucoup plus clair. Et maintenant, on va découvrir donc Stéphanie. Stéphanie, tu es fondatrice d'Urvad et tu travailles aussi bénévolement pour la Convention des entreprises pour le climat, ce qui fait de ton profil assez spécifique et aussi technique sur un aspect. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qui tu es et ce que tu fais au quotidien et puis nous faire ça vous saliver, encore une fois, avec ces deux notes qui te représenteraient. Ok. Alors, donc, moi, j'ai un parcours assez long en marketing digital, hein, déjà pour commencer, parce que j'ai fait un peu plus de 20 ans en agence de com digital au départ et puis com intégré à la fin. J'ai travaillé dans des grands groupes de com comme Publicis, chez McCann, Young et Rubicam, etc., sur des comptes internationaux principalement. Donc, j'ai suivi les nouveautés du digital depuis la fin des années 90. Et en fait, depuis 3 ans, j'ai entamé ma transition écologique, personnelle et aussi professionnelle. Et donc, sur le volet pro, je travaille en associatif pour la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative privée associative qui accompagne des dirigeants d'entreprises dans leur transition intérieure personnelle pour pouvoir mener à bien la transformation de leur entreprise. Donc, en fait, concrètement, c'est un parcours de 10 mois sur lequel il y a 6 sessions. La première session est consacrée à l'étude des impacts des enjeux environnementaux et c'est souvent, je reprends l'expression d'Éline, c'est souvent une claque pour les dirigeants de constater à quel point la crise environnementale est importante et critique. Et puis, les sessions suivantes sont consacrées à découvrir des nouvelles façons de produire, des nouvelles façons de mesurer la performance, etc. Et ça aboutit à la fin sur une feuille de route qui ensuite est mise en œuvre après le parcours. Donc, on a accompagné pour le premier parcours 150 entreprises, dont d'ailleurs Octo, qui est l'entreprise dans laquelle travaille Éline, des entreprises de toute taille, toute région, tout secteur. Ça va de Renault Trucks à le petit auto-entrepreneur en passant par des ETI comme Mustela, par exemple, produit pour bébé. Donc ça, c'est mon premier. Donc on a fait 150, premier parcours, 150 entreprises et ensuite on a démultiplié sur les territoires et dans les secteurs d'activité. On est actuellement à 500 entreprises accompagnées. Et puis personnellement, j'ai créé effectivement Urvad, qui est une petite structure qui accompagne plus les équipes marketing. Donc par rapport à mon parcours de marketing, sur la transformation de pratiques marketing. Hein, donc on parle du nouveau mix marketing, de choses comme ça. Donc ça, c'est mes deux activités. Pour mon donut, moi, je vais choisir quelque chose de
plutôt très naturel, comme disait Éline, assez sobre, parce que la sobriété, la frugalité, on en parlera tout à l'heure, c'est important aujourd'hui. Donc, je ferai un donut avec un coulis de fruits, par exemple, à l'intérieur. Mais surtout, ce que je favoriserais, c'est des producteurs locaux. Parce qu'on va voir dans la circularité et dans le cycle de vie, notamment de fabrication des produits, il y a un élément qui est assez méconnu, c'est le transport, aussi bien le transport des matières premières que le transport des produits, qui a un impact extrêmement important. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup du bio, mais en réalité, c'est plus important de choisir des produits locaux que des produits bio. Et puis, j'irai vers ce qu'on appelle l'agriculture régénérative, qui est l'agriculture, en fait, les nouvelles pratiques qui régénèrent les sols. Par exemple, on en parlera aussi tout à l'heure, et j'accompagnerai ça d'une explication du produit, d'une mise en valeur des producteurs locaux, de pédagogie en fait, puisqu'on va voir un des points clés du numérique, par exemple, des avantages, c'est qu'on peut sensibiliser les utilisateurs, les acheteurs, les consommateurs à la façon dont le produit a été fabriqué. Et ça permet d'accepter une sobriété peut-être un peu plus importante du produit, pour des raisons qui font sens. Voilà. Et quelle est ta vision Ma vision, alors, ma vision de l'éco-conception, je pense que le premier truc, c'est un peu la nouvelle normalité. Je crois que c'est Chloé qui disait ça. C'est la façon dont on devrait faire les choses, en fait, une façon correcte et propre. Aujourd'hui, vous savez, quand on parle d'éco-conception à des seniors du digital, des développeurs qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans, souvent ils répondent « Ah mais oui, mais c'est comme ça que je faisais il y a 15 ans, quand on avait plus de contraintes sur la bande passante. » On optimisait beaucoup plus les images, les vidéos, etc. parce que sinon, ça mettait des plombes à charger et personne ne voyait le site. On avait des taux de rebond très importants. Donc, c'est un peu la normalité, mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire que ce qu'on va considérer comme normal aujourd'hui, progressivement, le niveau de radicalité va augmenter. On peut faire la comparaison, par exemple, avec la consommation de tabac. Dans les années 80, tout le monde fumait n'importe où, dans les restos, dans les bureaux, etc. Et puis, avec les campagnes de sensibilisation, plus la loi, plus les recommandations du corps médical, progressivement, les comportements se sont transformés. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne d'allumer une cigarette dans un endroit clos, avec des gens à côté, même dehors d'ailleurs. Donc, il y a une espèce de norme culturelle qui va évoluer progressivement et qui va amener davantage de radicalité. Donc ça, c'est mon premier truc. Deuxième truc, c'est que c'est une approche qui est très collective. En fait, plus on va être ensemble à se poser des questions, à essayer de trouver des solutions, plus on va trouver des solutions innovantes et puissantes. Et ensemble, ça veut dire l'équipe projet, tous les métiers ensemble. Mais ça veut dire aussi avec les utilisateurs, avec les prestataires, les hébergeurs, etc. On a beaucoup plus d'impact, de réduction d'impact si on se met à plusieurs. Et puis le dernier, je pense que c'est aujourd'hui un sujet qui est assez engageant et qui est porteur de sens. Et j'ai le sentiment que dans les entreprises, tout le monde, on dit les jeunes sont plus sensibles, mais tout le monde en vrai est intéressé par des choses qui font davantage de sens. Et donc, c'est plus satisfaisant, même pour les équipes, de travailler sur des projets qui contribuent de façon positive à la société, à la survie sur Terre, enfin, etc., tous ces grands thèmes. Ouais, merci. En tout cas, ouais, c'est des enjeux qui t'animent particulièrement et je pense que vous êtes toutes les trois assez convaincus des démarches, vous les mettez en œuvre. Ça va être intéressant pour nous de mettre à plat. On va rentrer tranquillement dans le sujet. Avant ça, donc, je précise là ce qu'on est en train de vivre, donc c'est Horizon UX. On est en partenariat donc, avec l'école multimédia et Donut Panic. L'enjeu, c'est pour nous d'apporter une vision un petit peu plus concrète à nos étudiants qui sont en fin d'année et qui sont en fin de parcours bientôt professionnel, très 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 bientôt. Pour avoir un tout petit focus et pour donner un peu plus de billes à nos étudiants, ce qu'ils vont vivre le reste de la semaine, ce que vous ne vivrez pas, ce que vous pouvez vivre si vous venez à l'école multimédia. On va parler donc pendant différentes journées de design circulaire. On parlera aussi de design éthique et vous aurez aussi la chance d'effectuer la fresque du climat et de de triturer la manière dont ça a été fait, de prendre conscience des enjeux qui sont derrière. Donc voilà, tout ça offre une perspective et une vue qui, pour nous, semble intéressante, au moins d'être comprise et qu'on puisse comprendre pourquoi, si demain je vais travailler avec Chloé et que je ne comprends pas pourquoi on oriente nos projets de cette manière ou de cette manière,
c'est qu'en face de moi, j'ai une designeuse qui a des valeurs et qui a envie d'apporter ces valeurs-là à ses clients. Donc voilà, il faut que vous soyez au fait de ça. On ne vous demande pas de vous transformer non plus tout de suite. Vous allez voir, c'est un travail qui demande un petit peu de temps, qui est très récent pour la plupart d'entre vous et d'entre nous. Et donc voilà, cet enjeu, il va être important à être pris en conscience. Tu as mis, Stéphanie, un petit peu la main dessus. J'aimerais bien qu'on commence par avoir une vue un peu plus globale, se demander pourquoi l'éco-conception aujourd'hui est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire d'impasse. On a des enjeux écologiques qui sont forts, d'où l'éco-conception. On a aussi des enjeux sociaux qui sont importants et qui sont présents. Stéphanie, est-ce que tu peux nous faire une rapide transversalité un peu chronologique de là où on est allé et maintenant où on en arrive, pour qu'on comprenne un petit peu plus pourquoi on parle de ça aujourd'hui, quels sont les vrais impacts que cela va potentiellement produire, sans pour rentrer dans le concret de ces différentes choses, puisque bien sûr, en accompagnant un grand nombre d'entreprises comme tu le fais, tu es très technique sur beaucoup de points et le but aujourd'hui, c'est juste déjà de vous faire prendre conscience voilà, de l'enjeu global. Ok, alors, donc sur les enjeux environnementaux, moi je vais traiter l'environnemental parce que c'est un peu mon domaine et je laisserai peut-être un petit peu le social à Chloé et Eline sur la crise écologique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, tous les métiers, tous les pans de l'économie vont devoir faire leur transition écologique parce que la situation au niveau environnemental, au niveau mondial et même sur les pays séparément, elle est quand même assez critique. On parle beaucoup du climat, enfin on parle maintenant un peu plus du climat qu'on en parlait avant le Covid. Je pense que le Covid a eu un effet un peu déclencheur et un peu prise de conscience, mais bon, vous avez entendu parler de la crise climatique, des conséquences que ça peut avoir, mais ce qu'il faut faire, c'est remonter d'un cran, parce qu'en fait, il n'y a pas que le climat dans la crise climatique, on en parle, la crise environnementale, on en parle beaucoup, mais il y a aussi la biodiversité, qui est un enjeu absolument majeur, qui s'effondre aujourd'hui à une vitesse assez incroyable. Il y a les sols, la façon dont on utilise les sols au niveau planétaire. Aujourd'hui, on n'a plus que 25% en fait, de sols à l'état originel et les sols sont de plus en plus utilisés pour les cultures, beaucoup de cultures aussi pour le bétail, hein, beaucoup plus que pour l'alimentation animale. On a la crise de l'eau. L'eau, vous avez dû en entendre parler aux infos ou sur les réseaux sociaux, c'est un sujet au niveau planétaire qui est assez dramatique. La moitié de l'humanité sur Terre, 4 milliards de personnes, n'a pas accès à l'eau potable, un accès direct à l'eau potable comme on peut l'avoir chez nous. L'océan, l'acidification de l'océan qui est directement liée aux émissions de gaz à effet de serre perturbe en fait les écosystèmes marins, notamment les espèces à coquilles avec du calcaire. Enfin, vous voyez, quand on met du vinaigre sur du calcaire, ça se dissout, donc il y a un impact là-dessus, le plancton, etc. Le plancton, c'est quand même la base de la chaîne alimentaire dans la mer. Donc, si le plancton commence à être menacé, toutes les espèces au-dessus sont menacées. Et c'est un problème d'alimentation globale, mais aussi un enjeu économique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dépendent de l'activité de la pêche. Toutes les pollutions, ce que vous entendez sur le plastique, qui pollue les eaux et les sols, les pollutions de l'air par les aérosols, les émissions de gaz d'échappement, etc. La couche d'ozone. Alors, la couche d'ozone, c'est un problème qu'il y avait dans les années 80 qui a été un peu rétabli. Mais en fait, je vous invite on vous enverra des liens après la table ronde. Je vous invite à aller vous renseigner sur les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est un système c'est 9 limites, climat, biodiversité, sol, eau, pollution, etc. Ce que je viens de vous citer, en fait, qui définit en fait dans quel état de stabilité est l'écosystème Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le climat était relativement stable sur les 10 000 dernières années, 10-12 000, et c'est ce qui a permis en fait le développement de la civilisation humaine. Avant ça, les tribus humaines en fait
migraient, étaient en nomadisme permanent pour échapper aux aléas climatiques, pour aller aux endroits où il y avait des ressources naturelles pour manger, etc., chasser, cueillir, etc. Cette stabilité du climat, elle a permis à la civilisation humaine de s'installer de façon sédentaire et du coup de développer l'agriculture et toutes ces choses-là. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un dérèglement de ce climat qui va nous remettre dans une situation antérieure à cette stabilité qui, du coup, est une situation beaucoup moins favorable à l'espèce humaine. C'est pour ça qu'on parle de les conditions de viabilité, en fait, sont en train de se dérégler. Et c'est ça, en fait, qu'il faut traiter. Donc, si on fait le lien avec le numérique, hein, pour venir aux impacts précis du numérique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, ça ne semble pas beaucoup comme ça, mais si on compare avec les autres secteurs, par exemple, c'est plus que l'aviation civile. On parle toujours des avions, des émissions de gaz à effet de serre des avions qui sont importants. En réalité, le numérique, c'est plus que ça, et surtout, c'est en augmentation exponentielle. 4% aujourd'hui, 8% estimé en 2025, je crois. Et en fait, on a un gros problème sur le numérique, c'est que ça se développe de façon exponentielle et on ne voit pas comment le freiner. Je vous invite à consulter les rapports de l'ADEME, du Green IT, de l'Institut du numérique responsable, etc., Shift Project, pour avoir les grands chiffres, mais je vais vous en donner 3. Le premier, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est si on compare dans le numérique, ce qui a le plus d'impact, c'est les appareils utilisateurs, hein, donc vos écrans, vos smartphones, vos montres connectées, les tablettes, les écouteurs connectés, etc. Dans les pays occidentaux, on a entre 10 et 15 appareils par personne de ce type, et ça représente entre 75 et 85% de l'impact environnemental, qu'on parle d'émissions carbone, de consommation de ressources, de consommation d'eau, tout confondu, c'est 75 à 85%. Donc, on aurait tendance à croire que ce seraient les data centers ou quelque chose comme ça, et en fait, non. Il y a beaucoup plus d'appareils personnels, utilisateurs, et c'est ça qui crée l'impact. Donc, en fait, quand on parle du numérique responsable, le premier truc dont on parle, c'est le Green IT. C'est de gérer, en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen, la longévité, la durée de vie de ces appareils pour qu'ils durent le plus longtemps possible, pour que proportionnellement, ça réduise l'impact de chacun. Le troisième chiffre que je vous donne, c'est sur le streaming. Le streaming, c'est la moitié à peu près, je crois, de la consommation en utilisation. Hein. Donc, usage du numérique, le plus gros poste, c'est le streaming. Vidéo, musique, YouTube, porno, etc. Tout ça, c'est le plus gros poste en termes d'usage. C'est pour ça que quand on va travailler sur l'éco-conception, on va s'attacher, à faire en sorte de ne pas contribuer à l'obsolescence logicielle pour ne pas contribuer à l'accélération du changement des appareils des utilisateurs, et 2, à faire en sorte d'éviter au maximum ou d'optimiser au maximum tout ce qui est vidéo et streaming. 2 dernières choses. En France, il y a une relative... les pouvoirs publics et l'État commencent à s'intéresser au sujet. 2 exemples. Fin 2021, il y a eu la première loi REN, qui veut dire réduire l'empreinte environnementale du numérique. Fin 2021, la France est le premier pays à avoir légiféré. C'est une loi qui n'est pas contraignante pour le moment, c'est-à-dire que ça pose juste des grands principes de responsabilité et d'incitation pour les entreprises et pour les citoyens à réduire l'impact du numérique. Et puis, fin 2021 aussi, je crois, France Stratégie, qui est un organisme rattaché au bureau du Premier ministre, a défini la RNE, hein, donc vous connaissez peut-être la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. RNE, c'est la responsabilité numérique des entreprises. Et en fait, ça couvre la responsabilité environnementale, la responsabilité réglementaire qui est liée aux données personnelles, par exemple RGPD, la responsabilité éthique qui est liée à l'IA, vous en avez peut-être parlé à la table ronde de ce matin, qui est par exemple tout ce qui concerne les biais cognitifs, voilà, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et puis la responsabilité sociétale, c'est-à-dire comment le numérique, les données, etc., comment tout ça transforme les modes de vie, les modes de travail, l'inclusion, l'exclusion, etc. Donc, voilà, par rapport à ça, le numérique responsable, il a été défini comme étant sur 3 sujets. Le Green IT, hein, donc ça, c'est tous les parcs d'ordinateurs ou de téléphones des entreprises. L'éco-conception, dont on va parler. Et puis, ce qu'on appelle aussi IT for Green ou Tech for Good, qui est
tout ce que la tech peut faire de positif, contribuer positivement, sans tomber dans le technosolutionnisme, parce qu'on a tendance à penser que la tech va nous sauver, mais non, pas du tout. En fait, il faut qu'on prenne, en fait, il faut qu'on arrive d'un côté à réduire l'impact négatif et de l'autre côté à créer de l'impact positif avec la technologie, sans être dans la technologie à outrance, mais voilà, technologie qui apporte des solutions à la crise environnementale ou aux problématiques sociales d'ailleurs. Ce qui fait donc qu'en tant que UX designer, product designer, on est au cœur de tout ça, puisque c'est nous qui apportons des choix, des décisions, de solutions. Et donc, voilà, l'enjeu de ces réflexions aujourd'hui sont très importantes. Donc là, vous venez de prendre conscience, et vous l'avez sûrement déjà à différentes échelles, et vraiment, je vous invite à continuer à vous renseigner. Je pense que la fresque du climat est un très bon atelier aussi pour mettre le pied là-dedans, pour commencer à se prendre une première prise de conscience. Donc ça, ce volet d'impact écologique au sens large est très important. Il y a la fresque du numérique, ouais, exactement, dont parle Delphine, et il y a l'atelier d'automne aussi, qui est très intéressant à faire après cette fresque du climat, pour savoir comment réduire, puisque d'automne, c'est la limite qu'on devrait ne pas franchir. Et je vous invite à aller sur le site de l'ADEME aussi pour voir quel est l'impact carbone que vous avez, qui est sûrement entre 7 et 15 tonnes, il y a moyen. Très dur de descendre à 2 tonnes. Pour donner un ordre de grandeur, effectivement, 2 tonnes, c'est l'objectif. Et aujourd'hui, en France, on est entre 9 et 10 en moyenne. Hein, il y en a qui sont beaucoup moins, d'autres beaucoup plus. Et juste, Pierre, excuse-moi pour compléter, je voudrais juste apporter la notion de justice sociale, justice climatique, qui se rejoignent aujourd'hui. Hein, vous voyez, justice sociale, par exemple, ça va être les gilets jaunes, les manifestations contre les réformes de retraite, etc. Tout ce qui est un peu injustice économique, justice sociale. Et aujourd'hui, on rejoint les deux. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que les gens qui sont riches, les plus riches, sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, puisque proportionnellement, par rapport à leur possession immobilière, voiture, trajet en avion, mode de vie, voyage au bout du monde, etc., c'est beaucoup plus impactant d'un point de vue environnemental que des gens qui ont un revenu très modeste et qui partent en vacances pas loin, qui n'ont pas de voiture, qui prennent les transports en commun, etc. Donc, les deux termes commencent à se rejoindre, justice sociale et justice climatique, et les ONG qui travaillent sur les deux sujets commencent à se mettre ensemble pour les marches climat ou des choses comme ça. C'est un truc qui émerge pas mal. Et pour aller un petit peu plus loin, alors je pense que Chloé et Lynn, vous allez pouvoir aussi prendre la parole là-dessus. On parle beaucoup d'enjeux climatiques, on parle d'impacts sociétaux aussi. Est-ce que pour vous, le spectre du pourquoi on en est là et pourquoi on fait ça, on pourrait l'élargir à d'autres notions, et des notions qui pour vous seraient aussi impactantes? Oui, moi j'ai envie d'enchaîner avec tout ce que tu viens de dire, Stéphanie, en ajoutant 2 notions qui sont ultra importantes sur la partie sociale. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Je ne vais pas forcément rentrer dans tout le débat de ce que ça veut dire, de ce que ça implique, etc. Mais sur la justice sociale, tu commençais à en parler un petit peu, Stéphanie. Moi, j'ai juste envie de vous ouvrir les yeux sur des faits concrets. En fait, le premier, c'est les résultats de la colonisation. En fait, ils sont extrêmement visibles sur la planète. On voit que les pays qui sont les plus pollués sont ceux où les pays occidentaux ont colonisé justement la planète et sont allés décharger du coup leurs déchets. Et aussi, c'est les pays miniers, en fait, où on extrait complètement, donc on détruit complètement les sols sur le sujet, sont bien entendu les colonisations qui ont été préférées par les autres à ce moment-là. Donc en fait, c'est quand même assez important de voir qu'encore aujourd'hui, même s'il y a eu tout un effet de décolonisation, on pourrait se dire il y a longtemps, mais en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça continue en fait, parce que les sols sont souvent possédés par des grandes entreprises. Un des cas les plus connus, c'est quand même le Brésil avec Monsanto qui a toute une partie de la rainforest. Voilà, et donc c'est de la forêt amazonienne, et c'est très très important de comprendre ça et de comprendre ces logiques-là. Quand vous achetez un téléphone, en fait, vous n'achetez pas juste un téléphone, vous achetez des parties de terre qui détruisent le climat ailleurs. Et nous, on a de la chance, on est extrêmement privilégiés parce qu'on ne le voit pas, en fait. Et il faut en prendre conscience. C'est pas juste une photo dans un magazine de temps en temps, c'est vraiment la réalité du quotidien de beaucoup d'autres pays. Et donc ça, déjà, ça crée une fracture
parce qu'il y a des pays qui n'arrivent pas à se sortir de cette pollution-là à cause de nous et du coup qui ont du mal aussi à choisir leur camp et à tout ça. Et il y a la deuxième, c'est la fracture numérique. Qui est réelle. Aujourd'hui, on en parlait, tout n'a pas forcément à être digital, tout n'a pas forcément à être numérique, tout n'a pas en fait à aller dans cette direction-là. Donc l'idée aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler du low-tech à l'extrême, pas du tout, c'est trouver le juste équilibre. Et je veux beaucoup en parler du juste équilibre pendant tout notre échange, de trouver l'équilibre entre ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que le numérique et le digital impliquent, qu'est-ce que ça apporte pour de vrai, et est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres solutions? Aujourd'hui, on le voit bien, c'est quelque chose de tout bête, et j'ai parlé du métro parisien. Aujourd'hui, il n'y a plus de ticket de métro à Paris. C'est l'application et votre téléphone, normalement, qui est censé servir et une carte numérique, etc. Et le téléphone, en fait, est censé être la nouvelle solution magique pour entrer dans le métro à Paris. Ils sont en train de vraiment travailler dessus. Et en fait, c'est tout bête. Est-ce que si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, vous êtes bloqué pour faire des choses aujourd'hui? Juste posez-vous cette question-là au quotidien. Et si jamais vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, qu'est-ce que ça vous handicape? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez être limité? Et rien que ça, en fait, ça vous implique que tous ceux qui ne peuvent pas se payer la 5G, qui ne peuvent pas se payer le téléphone dernier cri avec les dernières nouveautés, qui ne peuvent pas avoir accès à certaines choses, que ce soit... c'est principalement économique, mais ou pour d'autres raisons, et en fait, vous allez vraiment vous rendre compte de la fracture numérique. Il ne faut pas oublier, là, c'est une petite casquette anthropologue, moi, j'aime bien rappeler que en fait, l'être humain, on s'en est très, très bien sorti avant le digital. Et est-ce que votre chat, il a vraiment besoin de la gamelle connectée à la seconde près pour avoir ses croquettes, ou est-ce qu'il peut vous attendre une demi-heure? En vrai, c'est ça la vraie question aujourd'hui, en fait, de l'éco-conception, elle est là. Elle est sur est-ce qu'on en a réellement besoin ou est-ce que ce n'est pas un gadget et l'effet gadget à l'extrême pour tout le temps? Et c'est ça qu'il faut se reposer comme question, en fait. Et au quotidien et pour tous les choix qu'on va faire, on en discutera plus tard dans la journée. Oui. Et je voulais ajouter cette notion de fracture et de réalité derrière. La fracture, c'est 17%. En France, c'est 17% des gens. Donc, ce n'est pas du tout accessoire, ce n'est pas anecdotique. Ouais, et on appelle ces personnes-là en situation d'électronisme. Donc, c'est une notion intéressante, électronisme, à aller creuser un petit peu. Il y a pas mal de personnes qui essaient de prendre la parole là-dessus. Souvent des personnes qui sont en lien avec des projets menés à grande ampleur, alors souvent via l'État en France ou via des grandes entreprises. Mais, voilà, n'hésitez pas à regarder ça, parce que oui, globalement, là, Stéphanie est en train de nous dire que 17% des gens ne pourront pas prendre le métro si on leur impose d'utiliser un téléphone portable. Donc, voilà, c'est assez problématique. Donc effectivement, ouais, Chloé, ces enjeux sociétaux qui nous amènent aussi à prendre le sujet à bras-le-corps. Alors on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que, Eline, tu as encore des notions qui pour toi font vraiment la raison de la mise en action sur l'éco-conception? Oui, j'ai plutôt des notions à apporter. Déjà, j'ai une petite référence à donner pour ceux qui s'intéressent. Il y a la Cité des Sciences qui fait une super expo permanente. Je vous partage le lien. C'est Urgence climatique. Pour le coup, si vous n'êtes pas encore sensibilisé à tout ça, tout ce qu'on vient de parler, ça vaut vraiment le coup. Je sais que moi, je suis allée après avoir été sensibilisée, je trouvais qu'elle était bien faite et assez ludique. Donc, n'hésitez pas, je vous le partage, le petit bon plan. Et sinon, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Il y a un point de vue aussi, un enjeu que je vois qui est en train d'arriver, c'est l'enjeu économique sur l'éco-conception. C'est que ça va avoir des impacts et qu'aujourd'hui, on a un système qui fonctionne avec une valeur monétaire et c'est compliqué de retranscrire en fait l'écologie et les impacts, de le valoriser pour, par exemple, une certaine population qui va prendre des décisions. Je pense notamment à tout ce qui est dirigeants, chefs, bref, toutes les personnes qui prennent des décisions importantes, qui, eux, peuvent impacter ou mettre en place des démarches d'éco-conception, en tout cas être des alliés pour des designers. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire le juste milieu entre la valeur qu'on donne et la valeur pour la planète plus tard. Et je pense que j'ai pas de solution miracle à ça. Je pense que c'est un sujet qui est encore complet, mais c'est des choses qui vont arriver et je pense que c'est important de le garder en tête, qu'il y a deux typologies de valeurs et pas juste la valeur monétaire, c'est aussi la valeur de l'impact qu'on va avoir sur l'environnement. Voilà. Pour moi. Okay. Merci beaucoup. Donc là, j'espère que voilà, toutes ces notions-là,
Il y a pas mal de sources qu'on a pu vous citer et vraiment, je vous invite à aller voir toutes les personnes qui parlent autour des rapports du GIEC, du Chiffre Project, Jean Covici, voilà, pas mal de personnes qui sont intéressantes pour prendre en main ce sujet-là et aussi les professionnels de notre secteur qui vont pouvoir éclairer un petit peu plus l'impact qu'ils ont et n'hésitez pas à aller poser des questions à des professionnels pour se demander bah, comment en fait vous stimuler un peu vos clients pour qu'ils puissent accepter de s'orienter vers cette démarche-là. Et voilà, d'ailleurs, ce sera une thématique qu'on abordera un tout petit peu plus tard dans notre échange. Maintenant, j'ai envie qu'on s'oriente de manière un petit peu plus concrète dans, dans tout ça. Ouais. Pardon, excuse-moi, je voudrais juste compléter ce que j'ai dit tout à l'heure parce que j'ai oublié 2 chiffres. Ok. Pour que vous compreniez bien, donc il y a les 4% d'émissions de gaz à effet de serre qui impactent le climat. Le deuxième impact très fort, c'est la consommation d'eau qui est liée à la fois au refroidissement des serveurs et à l'exploration minière, puisque comme on explore des mines qui sont de moins en moins riches en minerais, on a besoin de diluer de plus en plus, utiliser de l'eau pour sortir les minerais. Et puis le troisième impact, c'est justement les ressources qu'on appelle abiotiques, qui sont des ressources naturelles qui ne se renouvellent pas, contrairement aux ressources qui se renouvellent, le bois, les forêts, etc. Les minerais, les métaux, dans un smartphone, par exemple, il y a entre 40 et 60 métaux différents en très petite quantité. C'est pour ça que le recyclage est extrêmement complexe. Et on est sur ces minerais, on a un horizon pour certains d'épuisement de ressources à quelques décennies. Hein. Donc, on n'est pas en train de dire c'est dans 200 ans. Il y en a qui sont très proches. Et si on prend par exemple le lithium, qui est quelque chose qui est extrêmement utilisé aujourd'hui et qui va être très utilisé par exemple pour les véhicules électriques, les batteries, je vous donne juste un chiffre. Si on devait en France transformer tous les véhicules thermiques en véhicules électriques, il nous faudrait utiliser 16% du lithium mondial. Donc, on voit assez rapidement que mathématiquement, ça n'est pas faisable. Donc, on va avoir dans l'avenir à faire des choix sur à quoi on utilise, pour faire quoi on utilise ces minerais qui restent. Voilà, je sais tout. Mais juste pour qu'on ait bien l'ensemble. Ouais, ouais. En tout cas, c'est un sujet très, très complexe avec des interconnexions assez fortes. Ouais. Les enjeux sociétaux sur la résultante et de certains enjeux climatiques forts Ouais. et écologiques. Donc voilà, je vous invite à creuser le sujet jusqu'au point où vous le souhaitez. Voilà. C'est peut-être un peu déprimant, mais on a une vue beaucoup plus fine et technique de tout ça. Donc maintenant, on va s'attaquer à une notion plus concrète. On va se demander, et je vais te laisser la parole là-dessus, Chloé, puisque c'est un sujet que tu souhaitais traiter, pour définir et prendre conscience de ce qu'est un produit éco-conçu. Qu'est-ce qu'on peut se demander, comment on peut l'analyser, le regarder. Si je devais en avoir un devant moi, il ressemblerait à quoi? C'est une grande question que tu me poses. Donc, les filles, je vous laisse y répondre et compléter tout ce que je dirais parce que je pense que la réponse n'est pas du tout simple. Pour moi, le produit éco-conçu, en fait, il a une base qui est une base saine, c'est-à-dire qu'il répond déjà à des besoins réels. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on aille observer les usages, il a fallu qu'on aille observer les problèmes réels des utilisateurs et que on les analyse et on fasse de l'idéation en bon UX qui se doit pour trouver les bonnes solutions qui répondent justement à ces problèmes-là et à ces besoins réels. Je dissocie besoin réel de ce que moi je vais appeler la liste au Père Noël. Parce qu'un utilisateur, en fait, ce n'est pas un designer. Donc, si jamais demain, je vous demande qu'est-ce que vous voulez dans la vie, vous allez me répondre tout. Vous voulez gagner au loto, avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture électrique de préférence, mais pas électrique, pas bien, voilà, etc., etc. Enfin, voilà, vous allez me demander vraiment la lune. Et moi, en bon product first, comme tu l'as très bien dit, Eline, tout à l'heure, je vais mettre toutes les fonctionnalités du monde dedans. Pour que ça réponde vraiment à tous les besoins un par un de tout ce que les gens ils m'ont dit qu'ils voulaient dedans. Or, en fait, ça, alors, j'ai plus la référence, mais je vous la trouverai pour la suite. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur si jamais on répond, en fait, on fait vraiment l'application de rêve pour tous les utilisateurs, on se rend compte qu'il y a uniquement 45% des fonctionnalités qui sont utilisées par les utilisateurs finaux. Parce qu'en fait, la plupart des fonctionnalités ne sont pas liées au final à la tâche qu'ils doivent réaliser avec le produit.
Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête tout le temps, c'est vraiment d'avoir une conscience des besoins réels et comment on va aller y répondre. Et la manière idéale d'y répondre, c'est d'aller vers la frugalité. La frugalité, c'est quoi? C'est d'avoir le juste nécessaire en termes de fonctionnalité. Et ça marche pas tout seul. En fait, aujourd'hui, on a tendance à avoir des produits, imaginons, on est dans le meilleur lean, le meilleur design du monde. On va faire un produit avec un MVP. On va faire une base de fonctionnalités saine avec le plus, qui répondent au plus aux valeurs utilisateurs, avec le moins de fonctionnalités possible. Mais le but du jeu de MVP, c'est d'évoluer. Donc, en fait, on va y rajouter des fonctionnalités, on va y rajouter des fonctionnalités, on va y rajouter des fonctionnalités. Et il va grossir tout doucement pour atteindre ses KPI, ses objectifs, ses OKR, mettez tout ce que vous voulez derrière. Et tout le monde va être content. Parce qu'en fait, on répond à ça. Or, ce n'est pas exactement ça la frugalité. Il faut se poser la question de est-ce que cette fonctionnalité est le fond même du lean aujourd'hui? C'est ça, c'est mon MVP. Est-ce qu'il atteint ses objectifs ou pas en l'état? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter une fonctionnalité ou pas? Même si on avait décidé au début qu'on allait faire évoluer la fonctionnalité, mais est-ce que l'état, l'O0, répond pas juste aux besoins, on n'a pas forcément besoin d'aller plus loin? Et où, imaginons, on est en loin, on se rend compte qu'en fait, la fonctionnalité A ne répond pas à ses besoins. Est-ce qu'on a mal compris le besoin et du coup, il faut une nouvelle solution? Donc, on élimine la fonctionnalité A, on va mettre la fonctionnalité B à la place. Est-ce qu'on va juste annuler la fonctionnalité A? Peut-être que les gens, en fait, en vrai, ils n'en ont pas besoin, alors qu'on pensait qu'ils en avaient besoin. C'était notre hypothèse de départ. Ou au contraire, il faut faire évoluer A pour être sûr que A soit utilisé à bon escient et pas louper des éléments d'usage derrière. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui qu'on a tendance, parce qu'on a envie de faire grossir les produits, de les faire évoluer de manière régulière, on a besoin de se poser ces questions-là à chaque nouveau lot. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça répond bien à ces KPI ou pas? Et sinon, quelle décision on prend? On fait évoluer, on enlève, ou on rediscute et on refait de l'idéation pour bien trouver la bonne solution. Et ça, c'est quelque chose dans le product management aujourd'hui qu'on n'a pas encore. Je trouve qu'on est beaucoup trop, quand tu disais, Eline, dans le on y va, on y va, on y va. Et en fait, ça, c'est des questions de fond, en fait, d'une culture produit aujourd'hui, qu'on a du mal à se poser comme question. Parce qu'en effet, on a une pression en termes de il faut réaliser la fonctionnalité, ou il faut réaliser ci, il faut réaliser ça. Et donc, du coup, on oublie, en fait, qu'on a un vrai produit qui évolue dans les mains et que c'est des utilisateurs qui vont l'utiliser et qui peut évoluer tout le temps. Et c'est toujours, voilà, c'est ça que je voulais rappeler, vraiment la vraie notion de frugalité derrière, qui n'est pas juste, on ne met pas beaucoup de fonctionnalités. Non, il faut qu'on mette les bonnes au juste équilibre. Et c'est ça, toute la difficulté aujourd'hui d'un produit éco-conçu. Et ça marche pour tout type de produit. Je ne vais pas forcément parler du digital. Néanmoins, pour refocus vraiment sur le digital, sur l'éco-conception, il y a deux points qui sont ultra importants. On a parlé des data, des serveurs tout à l'heure. Le premier, c'est le stockage. Et donc, il faut vraiment penser un poids limité des choses. Et le deuxième, c'est des appels limités au serveur. Et donc, une meilleure performance. C'est mieux pour tout le monde, en fait, ces points-là. Et donc, comment on améliore ça au quotidien? Ça passe par plein de choses. Je parlais d'équilibre tout à l'heure, on y reviendra un petit peu plus tard sur comment justement aller trouver cet équilibre-là. Donc, je ne vais pas rentrer ici. Mais le point sur lequel je voulais finir pour un produit éco-conçu, c'est qui répond à ses besoins réels, qui est au juste niveau de ses fonctionnalités dans ce qu'il souhaite apporter, qui soit limité en poids, qui limite les appels serveurs et surtout, qu'il ait une stratégie commune d'aller viser l'éco-conception. Si vous êtes, vous, designer, vous êtes pour l'éco-conception, mais que le PM, il n'est pas pour l'éco-conception, vous allez vous rentrer dans toute la journée. Et en fait, les bonnes valeurs à prendre en compte ne seront pas respectées dans la priorisation des fonctionnalités. Donc, en fait, c'est vraiment une stratégie globale et une philosophie globale à prendre en compte. C'est pareil pour l'accessibilité. Si jamais, oui, il faut mettre en place de l'accessibilité, mais c'est jamais priorisé dans les fonctionnalités, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment une question d'équipe et une question de culture au sein des équipes produits aujourd'hui qu'il faut développer. Et ce n'est pas que vos designs, c'est pour ça que je vous parle aussi du product management, parce que c'est important d'avoir vraiment la vue complète du produit aujourd'hui. Ouais, donc il y a vraiment au point de vue utilisateur une partie visible, une partie non visible, une partie qui est très liée bien sûr, la manière dont va se mener le projet, dont il va être défini. Donc moi, en tant qu'utilisateur, si je vois un produit et je me dis globalement, j'acte et je suis OK par le fait qu'il soit éco-conçu, c'est-à-dire que c'est un produit qui correspond totalement à ce que j'ai envie de faire et qui ne demande pas plus.
Et vraiment, on se limite à mes attentes et à mes besoins. La réponse, elle est là. Normalement, ça devrait plutôt bien marcher comme définition. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as même pas forcément besoin d'être convaincu par l'éco-conception, parce que si le produit répond déjà à ton besoin, c'est magique, en fait. Tu n'as pas forcément besoin d'être convaincu et d'être écologiste pour pouvoir accepter un produit qui répond à ton besoin. Au contraire, tu vois. Et c'est là où, en fait, il y a plein de petits tips où c'est bien de le mettre en avant, parce que oui, en effet, je pense qu'il faut démocratiser la démarche, il faut faire plein de choses, mais en fait, des fois, les utilisateurs, ils vont accepter des choses éco-conçues sans même savoir que c'est de l'éco-conception. Et ils vont être encore plus contents. Et c'est ça, et je voulais rajouter un truc, mais je l'ai oublié, donc ça me revient. Ouais, on rajoute encore un problème à l'ego des designers. Ah oui, c'est ça. Voilà. Si on fait bien notre taf, on ne le voit pas. Alors, on ne le voit pas en termes d'accessibilité, on ne le voit pas en termes de conception, on ne le voit pas en termes de besoins, de fonctionnalité. Mais il faut savoir que, voilà, je voulais conclure là-dessus, un produit éco-conçu, c'est un produit où il y a eu de la user research, où il y a eu de l'UX et de la vraie idéation, et où il y a eu de la très bonne UI avec des très bons choix au juste niveau. Et en fait, un produit qui respecte la démarche de design thinking et de conception centrée utilisateur, il est par définition éco-conçu, parce qu'il va aller droit au but, frugalité, elle est automatique, et tous les choix de performance, etc., sont automatiques aussi. Donc, en fait, il faut l'avoir que plus on met en place notre démarche à nous, plus en fait c'est naturel. Donc il faut continuer à se battre pour mettre en place cette démarche-là. Ok. J'ai des éléments pour rebondir sur ce que Chloé disait. Je suis totalement d'accord, vraiment 100% d'accord avec ce qu'elle dit. Et je pense qu'il y a un mot qui est hyper important, c'est observer. Parce que souvent, effectivement, on peut tomber vite dans la liste au Père Noël. Et la liste au Père Noël, les gens pensent qu'ils en ont besoin. Ils pensent, ils en sont convaincus. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et c'est souvent en les observant et en observant leurs usages via de la data ou autre, même de l'immersion par exemple, qu'on va se rendre compte que c'est pas utilisé, c'est pas utile ou c'est pas ce qu'ils attendent derrière. Parce que des fois, c'est un besoin qui est caché par un autre, enfin qui est remplacé par un autre. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important. J'ai un exemple en tête, je sais pas si on peut rentrer un peu dans les exemples un peu concrets, mais je travaillais sur un projet de data. Donc, on mettait en place une sorte de répertoire de data sur un territoire. Donc, l'idée, c'était d'avoir une barre de recherche. On rentrait sur une fiche. On avait toute la data concernant ce qu'on cherchait. Et après, c'était le MVP, si on reprend en mode MVP. Et en fait, les utilisateurs voulaient avoir une vision territoriale des choses. Et donc, ils ont demandé une carte. Ils voulaient qu'on arrive sur la page d'accueil et qu'on mette une grosse carte. Le truc, c'est que je me suis dit, waouh, ça, c'est pas très éco-conçu. C'est parce que si tout le monde charge la carte en rentrant, mais qu'il n'utilise pas tout le temps, c'est pas fou. Du coup, après, j'ai essayé de creuser avec eux. Et franchement, c'était vraiment la liste au Père Noël. C'était l'impression que c'était le must-have, quoi. Ils voulaient absolument ça allait changer leur vie. Et du coup, on a décidé de le tester autrement. Parce qu'aussi, l'éco-conception, c'est de faire l'itération. Effectivement, ça s'améliore, ça s'entretient. C'est des choses qu'on éprouve avec le temps. On regarde, ça fonctionne, sinon on enlève. Et là, l'idée, c'est de faire un petit accès, genre accéder à la carte, pouf, on pouvait rentrer et les gens, ils accèdent à la carte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu, en tout cas, on a mis des datas pour voir si beaucoup de gens utilisaient cette entrée-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quasiment personne. Voilà, personne. Parce que la carte était très longue à charger, du coup, ils préféraient l'ouvrir dans un autre onglet. Voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre en grand, qui était hyper lourd, qui était hyper énergivore. Enfin, c'était une horreur, ce truc. Et ben en fait, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon endroit. Et j'ai d'autres exemples comme ça de sites que vous connaissez, par exemple Doctolib. Je sais qu'ils ont affiché la carte, je sais pas si vous voyez, quand vous cherchez un médecin, ça fait sous forme de liste. Et après, il y a le afficher la carte pour pour voir sur la carte. Ça, c'est cool parce que c'est un accès secondaire à une fonctionnalité qui est hyper énergivore. C'est des petits trucs comme ça qui, des fois, les utilisateurs disent « Ah ouais, c'est trop bien la carte », parce qu'en plus, ils pensent que c'est joli, c'est sexy, voilà, ça fait vendre, il faut qu'on ait une carte, c'est sympa et tout. En fait, non, pas forcément. Il y a des façons de détourner des besoins, ou en tout cas de le mettre de façon non prioritaire, qui nous permet aussi de calculer, voir s'il y a des gens qui ont cliqué dessus. Ça peut aider aussi pour la data, mais aussi pour réduire un peu le coût du site à chaque fois qu'il s'ouvre. Un autre exemple que j'ai, dans l'observation et dans vraiment là où la recherche utilisateur, ça va être hyper important. Et là, pour le coup, j'ai un exemple en tête où c'est un développeur qui a proposé l'idée, comme quoi tout le monde est concerné par l'éco-conception et pas que les designers. C'était d'ouvrir le site qu'aux horaires où les gens l'utilisaient. C'est-à-dire que la nuit, le site était éteint.
donc les gens ne pouvaient pas y accéder. Et en fait, c'était hyper cool, quoi. Parce qu'on n'avait pas besoin de mettre à jour les données tout le temps. Toutes ces informations-là, en fait, de faire rentrer de la data, pour le coup, là, j'étais sur un truc très data, donc il y a beaucoup de mises à jour de données et tout. En fait, c'était trouver le bon juste milieu entre quelque chose de hyper performant, parce qu'on est sur de la data, on a besoin d'avoir de la donnée fraîche, et la limite de ce qu'on pouvait faire et proposer, enfin, au mieux, quoi. Pas mettre un truc tous les ans qui se met à jour, mais quelque chose, est-ce que c'est toutes les semaines, est-ce que c'est tous les 2 jours, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est toutes les 30 secondes? Il y a un juste milieu. Et souvent, ce juste milieu-là, on n'a pas conscience que ça peut faire la différence. Et c'est un premier pas vers de l'amélioration. Même si comme ça, on pourrait dire un site avec de la data, c'est pas hyper éco-conçu, etc. Mais en fait, on peut. Et pour moi aussi, un produit éco-conçu, c'est trouver le juste milieu entre ce qu'on a besoin, notre besoin, notre vrai besoin métier derrière ou nos besoins utilisateurs, les contraintes qu'on a, que ce soit en termes d'interface, est-ce qu'on a avec un design system, est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes, l'accessibilité en fait partie. Est-ce qu'il y a de la data? Parce que la data affichée, clairement, c'est pas avec les micro-interactions et tout, c'est pas le truc le plus éco-conçu du monde. Donc, il faut faire un juste milieu entre tout ça. Et je pense que c'est ça, un bon produit éco-conçu, c'est trouver le juste milieu par rapport à tout ce qu'il y a autour dans le contexte. Et effectivement, là, je rebondis encore sur la vue de la globalité. C'est hyper important. Et surtout, de toujours de reculer, de sortir la tête de l'eau et dire, OK, là, vraiment, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est qui a le plus de valeur, encore une fois. Et l'autre point, c'était le travail itératif. Pour moi, c'est intéressant d'itérer sur l'éco-conception. Et itérer ne veut pas dire mettre plus. Des fois, c'est juste dire, OK, cette fonctionnalité, elle n'est pas utilisée, on l'enlève. OK, ça nous a coûté du développement, les clients ne vont pas être contents parce qu'en fait, ils ont payé pour. Mais si ça ne sert à rien, pourquoi le garder? Et enfin, voilà, pour moi, c'est juste la base. On peut être itératif, pas que pour l'améliorer, mais aussi pour décider qu'on teste des choses. Si on voit que c'est pas utilisé, pouf, on peut l'enlever et c'est fini et on n'en parle plus, quoi. Ça peut être un besoin qui reviendra plus tard et c'est OK, et on itère, mais c'est là où encore être agile, ça a de l'avantage dans l'éco-conception aussi. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Ouais, Moi, j'ai un. Je voulais juste ajouter. Pour la data, juste allez voir Data for Good, je vous mets ça en lien. C'est pas mal de projets qui sont liés à ça et c'est extrêmement percutant de voir comment on peut transformer la data. Et je vous laisse réagir. Oui, moi je voulais juste te mettre 2 mots sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est important. Il y a une notion de reuse qui est ultra importante et c'est pour ça qu'il faut travailler en équipe avec les devs. Parce que le but du jeu, c'est développer des choses, ça coûte des écrans, ça coûte du temps, ça coûte tout. Et du coup, plus on peut réutiliser de choses qui existent déjà, mieux c'est. Et tu as cité le design system, je cite aussi les devs, parce que je pense que c'est important. Et je réagis aux réactions quand tu as dit mais on peut couper un site la nuit. Oui, et il y a même beaucoup de choses en DevOps qui sont en train de se faire sur l'éco-conception, parce qu'en effet, ça ne touche pas que le design. Les devs sont extrêmement touchés aussi par cette nouvelle approche, hélas nouvelle, mais cette approche, qui, en fait, par exemple, tous les univers de test, ils sont allumés 100%, alors que c'est juste un PM qui va faire une recette 2 heures par mois, quoi. Donc, si jamais on limitait cet espace de test à 2 jours par mois, au lieu de 365, on serait déjà à 24 jours, en fait. Et le temps consommé sur les dans les data centers, dans tout ça, rien que pour les univers de test qu'on n'utilise pas tous les jours, et en fait, c'est ça la réalité derrière. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de choses aussi côté, ne serait-ce que nous, comment nous, on travaille pour pouvoir produire ce fameux produit éco-conçu. Je pense qu'on parle beaucoup des produits qu'on fait et comment on les fait, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais je pense que c'est important aussi de regarder sur nous. Est-ce que j'ai vraiment besoin de créer un nouveau composant là tout de suite ou est-ce que je ne vais pas réutiliser le composant d'à côté qui marche peut-être une chouille moins bien, mais qui est franchement, à la fin, c'est kiff-kiff, quoi. Et donc, c'est ça qui est très important aussi, de nous regarder comment nous, on fait. Et je ne parle pas des user research où je pense qu'on a tout un pan à ouvrir sur le sujet de réflexion qui est autant sur les UI, ça a commencé et c'est bien, autant plus on remonte, ça l'est un peu moins, même si les logiques d'Atomic Research commencent à réfléchir à tout ça et à les prendre de manière intrinsèque, mais c'est important de remonter aussi. Il y a un point lié, Chloé, avec ce que tu dis, c'est tout ce qui est open source. C'est que ce soit en début de projet ou en fin de vie du projet,
Est-ce qu'en début de projet, je peux trouver des choses en open source qui ont déjà été développées et donc j'évite de cramer du temps pour rien? Et est-ce qu'à la fin de mon projet, si voilà, mon appli, mon site, je le ferme, est-ce qu'il y a des choses que je peux aller mettre dans les bases open source, que ce soit une banque d'images, d'icônes, du code, un algorithme, voilà. Il y a aussi cette posture de partage en fait qui est importante. Pierre, est-ce qu'on va parler après de circularité de cycle de vie ou est-ce qu'on en parle maintenant? Je pense qu'on peut commencer maintenant à en parler, puisque là, vraiment, si on devrait définir un produit éco-conçu, la circularité est Ouais, du coup, je peux très peut-être faire important. petite intro un peu théorique sur Ouais, linéaire effectivement. circulaire. Donc, dans l'économie, il y a l'économie circulaire qui est en train d'émerger depuis plusieurs années. En fait, la circularité, c'est, si je compare avec aujourd'hui, on a une économie qui est plutôt linéaire, c'est-à-dire on prélève des ressources, on fabrique des produits, on les transporte jusqu'au lieu de commercialisation, on les utilise et à la fin, on les jette. Donc ça, c'est linéaire. Circulaire, c'est créer une boucle, hein, ça veut dire qu'on prend la fin de vie, on la ramène au début de la vie d'un autre produit ou du même produit. Et en fait, on s'inspire de la circularité qui est dans la nature. Vous savez, dans la nature, on dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez une boucle naturelle dans la nature qui est les animaux se nourrissent des végétaux, les animaux produisent des excréments qui nourrissent les sols, donc les végétaux. Les animaux en fin de vie, les cadavres se décomposent et fournissent azote, phosphore, pareil pour la croissance des végétaux. Donc tout ça est en boucle en fait. Et il n'y a rien qui se perd. Tous les excréments, les décompositions, etc., servent à quelque chose. Il y a des espèces animales qui consomment des excréments. Donc tout ça est hyper circulaire. Il n'y a pas de déchets qui servent à rien en fait. Et l'idée en économie, c'est de produire la même chose, c'est-à-dire faire une boucle et puis ensuite se demander à chaque étape du cycle de vie du produit comment on peut réduire au maximum l'impact négatif. Donc dans un produit classique, on a le sourcing des matières premières en premier, donc on essaie de voir comment on peut sourcer des matières premières qui se renouvellent, agriculture régénérative, etc. La fabrication, comment est-ce qu'on peut produire, par exemple, en émettant moins de gaz à effet de serre, en transformant l'énergie, les processus de fabrication, générer moins de pollution. Le transport, alors on essaie de transporter le moins loin possible, donc on achète les matières premières en local et on vend les produits sur le secteur où ça a été produit de préférence plutôt que les envoyer au bout du monde. L'utilisation, on peut accompagner le consommateur, par exemple, à bien utiliser et bien entretenir ses appareils, ses possessions, ses produits pour qu'ils durent plus longtemps. Et puis en fin de vie, on voit est-ce qu'on peut recycler, est-ce qu'on peut réutiliser, est-ce qu'on peut upcycler? Il y a pas mal de techniques qui permettent de reboucler et de régénérer une boucle. Par exemple, est-ce qu'une entreprise qui fait des jeans ou des vêtements peut donner ses déchets à une entreprise qui va fabriquer des briques avec des déchets textiles? Ça existe ça existe. Dans le numérique, on pourrait se dire dans les data centers, il y a une problématique d'appareils qui chauffent, donc il faut refroidir, soit avec de l'énergie, soit avec de l'eau, souvent les deux. Est-ce qu'on peut utiliser, au lieu de neutraliser cette chaleur qui crée encore de l'impact négatif, est-ce qu'on peut utiliser cette chaleur pour faire autre chose? Par exemple, à Paris, la piscine de la butte aux Cailles est chauffée par la chaleur qui est émise par un data center à proximité. Donc, ça s'appelle l'écologie industrielle. C'est de dire, en fait, la circularité, si on la fait seulement au niveau de l'entreprise, OK, on arrive à réduire de l'impact négatif, mais si on se consolide avec plusieurs acteurs d'un même territoire, les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres et on a une capacité d'action qui est beaucoup plus forte en fait que si on est tout seul. Donc la circularité, c'est ça. Et si on l'applique au numérique, pour un service numérique, il y a un cycle de vie spécifique qui est la conception, la réalisation, le déploiement, l'administration, l'utilisation et la fin de vie. Et en fait, l'éco-conception dont on va parler juste après, numérique, c'est vraiment de voir à chacune de ces étapes tous les métiers ensemble, comment est-ce qu'on peut réduire l'impact négatif au maximum, voire créer de l'impact positif, c'est autre chose. Je vous invite à découvrir aussi la notion de perma-entreprise qui a été révélée il n'y a pas si longtemps que ça par Sylvain Rosa, qui est vraiment un système très intéressant et ce que tu es en train de nous raconter, on l'a de tout temps dans l'industrie pharmaceutique, on va chercher ce qui se fait dans la nature pour essayer de le répliquer. Enfin, c'est quelque chose de très
normal en fait dans la science en général. Et mini anecdote qu'on m'a offert hier, la prise de conscience des mauvaises herbes qu'on a dans notre jardin, en fait, elles sont là pour réaméliorer votre sol. Et donc, globalement, on a des choses qu'on enlève, mais en fait, ça nous permettrait juste de prendre, si on s'intéresse un petit peu plus, à prendre conscience de si ça pousse là, ça veut dire que notre sol est en faiblesse et en manque de telle et telle chose. Donc, voilà, la nature est bien faite. De toute façon, on a tout intérêt à se pencher un peu vers elle pour s'intéresser à notre manière de travailler. Et donc, voilà, réutiliser des choses comme on a pu. Perma-entreprise, c'est appliquer les principes de la permaculture à l'entreprise. Ça veut dire économiser les ressources, réduire le gaspillage et partager. Le troisième principe, c'est partager les surplus. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une dimension égalitaire et solidaire. Au-delà de l'environnemental, c'est vraiment un modèle de solidarité, en fait, une espèce de communauté de solidarité, de production et de partage. Ouais. En tout cas, merci pour, au-delà du premier gros tour d'horizon qu'on a eu autour de pourquoi on en est arrivé à l'éco-conception, maintenant on a mieux compris ce qu'était un produit éco-conçu, comment on pouvait le définir, quels étaient ses aspects, ses rouages. Maintenant, on arrive à la question un peu fatale. On peut être convaincu de ça, on peut avoir envie à notre niveau de l'impliquer dans notre projet. Maintenant, comment faire ça face à des réfractaires, des personnes qui ne sont pas prêtes, avoir des situations plutôt difficiles, dont on va devoir convaincre. Ça, Éline, c'est quelque chose que tu as déjà vécu, sur lequel tu travailles pas mal avec les entreprises que tu accompagnes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelles ont été tes expériences, qu'est-ce qu'on a appris et peut-être qu'on puisse, à nous quatre, commencer à prendre un peu de recul vis-à-vis de ça et pouvoir aider des étudiants qui souhaiteraient mettre en œuvre ça? Oui, pas de souci. Il y a un truc, on en a parlé tout à l'heure, c'est un bon design, c'est transparent, c'est invisible même. Les gens ne le voient pas. C'est la même problématique qu'on a eu depuis des années d'évangéliser le design sur les projets dans les entreprises. On a le même combat là au niveau de l'éco-conception. Pour faire un parallèle, donc je me dis, si on arrive maintenant à avoir un peu de design dans les entreprises, c'est que mine de rien, on commence à être pas mal pour évangéliser, donc l'éco-conception, ça devrait bien se passer. Mais effectivement, c'est des enjeux hyper importants pour nous, designers, parce qu'on est au cœur des décisions. Mais nos décisions, elles sont quand même contrôlées la plupart du temps par des gens qui sont au-dessus de nous, qui ont d'autres enjeux, j'en parlais tout à l'heure, sur la valeur monétaire, de combien ça a coûté, de tout ça. Et aujourd'hui, on est dans une société où on se pose beaucoup de questions. Moi, je vois beaucoup d'enjeux. C'est très marketing aujourd'hui de dire on fait un produit éco-conçu, alors que comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est juste faire de la base de notre métier. Et si on fait bien notre métier, en fait, il n'y a pas besoin de faire payer plus. Donc, c'est un peu un truc qui se mord là, qu'on fait payer plus pour juste dire OK, on a le label, c'est bien éco-conçu, alors que c'est juste si on faisait bien notre travail de base. Je dis pas, je jette la pierre sur personne. Hein. On a tous des contraintes et des contextes différents, mais si on fait bien notre travail correctement, on devrait se poser un peu moins de questions, en tout cas à notre niveau, nous, de designers. Après, les contraintes, moi, que j'ai vues, les problématiques, c'est plus à un niveau stratégique sur des personnes qui commencent des gestions de projet. Donc là, on est passé souvent de cycle en V en agile. Et maintenant, on rajoute des notions d'éco-conception. Ça rajoute un peu de complexité dans la compréhension de typologies de personnes qui ne sont pas du tout connaisseurs des méthodos et de qu'est-ce que ça implique et des contraintes et du coup. Et ça, c'est compliqué de se confronter à des personnes qui sont dans la compréhension totale. Je pense que c'est comme des utilisateurs. Hein. N'importe qui à qui on parle ou qu'on présente notre métier, souvent ça peut faire peur parce que on va au contact des gens, on essaye de prendre des retours, donc potentiellement on a des retours négatifs, donc ça fait peur parce que c'est dire qu'on est en train de faire de foirer quelque chose et en fait c'est pas ça du tout, on essaie justement d'anticiper ce qui ne fonctionne pas. Et là c'est un peu la même problématique, les gens ils ont peur de cette démarche qui pour eux va coûter plus cher parce que c'est écologique et tout ce qui est écologique a une connotation de c'est plus cher. Moi, c'est un peu ça mes difficultés au quotidien. Alors, j'ai quelques tips, mais je ne sais pas si d'abord vous voulez rebondir dessus sur cette partie-là et après je pourrais parler de mes conseils. Ouais, Chloé, je suis bien d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Voilà, c'est très difficile. Je suis d'accord avec les freins que tu mets en avant.
Et tu as dit un mot qui est intéressant, je trouve, c'est très marketing de faire un produit éco-conçu, alors que c'est comme l'accessibilité. Voilà, ou c'est comme moi quand j'ai commencé ma carrière où c'était bien de dire qu'un site était ergonomique, etc. Donc en fait, je pense que c'est réussir à dépasser cette notion de mettre en avant quelque chose pour que ça devienne le contrat de base, en fait, et faire comprendre plutôt que c'est le contrat de base attendu par les utilisateurs, comme l'accessibilité. C'est pas mettre en avant que le site il est accessible, pour moi, c'est se foirer de base. Mais c'est parce que c'est censé être normal et c'est censé être accepté par tous. Et j'attends bien tes tips parce que j'en ai besoin, clairement. Et en fait, oui, tu l'as dit aussi tout à l'heure dans les questions précédentes, on est vraiment dans un monde qui vise l'évolution constante, mais au sens économique du terme, et pas forcément sur ces notions-là. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tu as commencé à introduire les notions de nudge, en mode où on peut un peu traficoter avec, par exemple, la carte, qui est en fait un accès secondaire et ça suffit, ce genre de choses, et de montrer que ça marche, en fait. Et c'est dur d'avoir le temps et l'argent pour montrer que ça marche. Et c'est plus difficile aujourd'hui. Ouais, exactement, merci. Avant qu'on poursuive, Stéphanie, parce que c'est un sujet qui pour toi est fort et on vient de mettre un doigt dessus, hein, c'est un enjeu de marketing très très fort et tu accompagnes les entreprises vis-à-vis de ça. On va peut-être aller plonger dans... Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire alors, Éline, vis-à-vis de ces choses que tu as retenues et que tu mettrais en pratique maintenant et Stéphanie, tu pourras compléter derrière, bien entendu. Du coup, les petits tips, j'ai l'impression que c'est pas des trucs incroyables, mais en tout cas, c'est des trucs qui fonctionnent. J'ai pas les réponses à tous les problèmes, mais de ce que j'ai vu, donc ça dépend dans quel contexte on est. Déjà, si on commence sur un MVP, il faut partir du principe que toute l'équipe doit être d'accord de base sur quoi on part et l'éco-conception, l'envie de faire l'éco-conception. Si tout le monde a envie de faire l'éco-conception, c'est sûr que ça va fonctionner parce que tout le monde aura cet objectif en tête. On part tous dans la même direction, on ne va pas se splitter dans 1000 schémas différents. Allons tous vers le même objectif, donc ça fonctionne bien. Et moi qui suis dans le conseil, quand on va vers le même objectif, en fait, le client, il est tellement embarqué avec nous qu'il ne voit même pas la différence. Donc, c'est vraiment, là, c'est limite psychologique. Il faut que la personne soit convaincue autant que nous. Dans notre façon de parler, c'est juste, il n'y a pas d'autre solution que l'éco-conception. Point. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la base de la base, c'est l'éco-conception. Donc, on y va et on fait en sorte que, donc en général, quand ça se passe comme ça, au début, ils sont un peu réfractaires parce qu'il y a des termes qu'ils ne comprennent pas trop, il y a des enjeux qu'on réfléchit où pour eux, ce n'est pas important, alors que du coup, pour nous, ça l'est. Mais au fur et à mesure, c'est des enjeux qui deviennent importants aussi pour eux. Mais c'est des choses qu'on peut aussi avoir un tracker dessus. Par exemple, quand on fait la recette, on peut faire la recette de l'éco-conception. Est-ce que la page, elle a le bon niveau? Donc ça, par exemple, vous avez un outil qui s'appelle Greenity, qu'on utilise beaucoup, nous. Et en fait, avec le PO, on fait la recette graphique, on fait les recettes fonctionnelles. Et en fait, dans ces recettes-là, on intègre du coup l'accessibilité, bien sûr, et l'éco-conception. Et en fait, ça fait partie tellement du processus. En fait, il faut que ça se fasse partie intégrante du processus. Si ça ne fait pas partie du processus, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est comme tout. C'est comme essayer de se mettre au sport. Si on n'y va pas tous les jours, toutes les semaines, c'est sûr qu'à un moment, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit quelque chose de ritualisé. Ça peut être aussi via des rituels quand on fait, je ne sais plus le terme, mais quand on fait du grooming, des choses comme ça, en fait, dans les tickets, dans la relation au dev, c'est important que ça soit noté et que même nous, dans les cadrages en amont, on l'a en tête. Parce que nous, on peut l'avoir en tête d'un point de vue design, mais c'est important que toute l'équipe l'ait en tête du début du cadrage jusqu'à la recette et jusqu'à la vie du produit et de l'itération qu'il y a après. Donc ça, c'est mon premier conseil. On est tous d'accord et on avance. Avant que tu passes à ton deuxième, je peux peut-être ajouter des outils très concrets à utiliser pour expliquer tout ça. En fait, aujourd'hui, on utilise dans le product management des outils qui existent aujourd'hui. Donc, l'idée, ce n'est pas de réinventer des nouveaux outils pour l'éco-conception, c'est de faire évoluer les outils que vous avez déjà. Typiquement, une petite ligne dans un OKR sur l'éco-conception, ça change tout sur un produit. Parce que du coup, c'est un objectif qu'on s'impose en tant qu'équipe pour faire évoluer le produit. Et donc, du coup, c'est important de le suivre. Je vous encourage à taper OKR dans Google si jamais les objectifs qui résultent
vous ne les connaissez pas. Idem dans les KPI. Ça peut être, nous, en tout cas, alors, je ne l'ai pas précisé en intro, mais moi, j'ai eu l'occasion d'être CX chez France Télévisions pour le média Now You à la conception de la strat. Et du coup, c'est rentré dans nos valeurs. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'on prenait sur le produit et même sur la strate du produit étaient en accord avec ça. Toutes les décisions qui ne rentraient pas dans cette ligne directrice-là étaient de base évitées et repensées plus tard. Donc, c'est vraiment que ça rentre dans la vision, donc dans la définition même de la vision et de la strate, que ça rentre dans les OKR, que ça rentre potentiellement dans les KPI. Tu vois, tu parlais de rituel. Ben, peut-être dans les KPI à la fin, de se dire hop, est-ce qu'on a validé le KPI ou pas? Ce que je disais tout à l'heure, où tu avais rebondi dessus. C'est ultra important que ça soit des normalisations. Et c'est une super idée, la recette. Donc, je vais sûrement te la voler. Voilà. Merci pour ces exemples. Et ça répond un petit peu en partie à la question de Delphine qui voulait un peu plus de mise en application par rapport à ce que tu as vécu, Eline, alors sans forcément trop citer, et peut-être juste en parlant de différentes étapes d'un process, mais est-ce que tu as vécu un moment un client qui n'était pas dans l'acceptation de cette démarche et que tu as réussi à l'amener vers de l'éco-conception? Est-ce que tu as un peu ce... Enfin, Alors, on peut devoir situer je ça. dis, je dirais pas que j'ai réussi à l'amener à l'éco-conception. Ce serait un peu trop, un peu trop glorieux pour ça. Mais en tout cas, ce qui peut aider, en tout cas, c'est encore une fois, c'est une démarche d'évangélisation, donc ça prend du temps. Hein. Je pense que tout designer qui a travaillé sur des projets où le design n'était pas du tout inclus ou même pas voulu de base a été face à cette situation. L'idée, c'est de lui montrer, comme on disait, le design, c'est transparent. Et ben, en fait, l'éco-conception aussi, donc potentiellement, on peut en faire sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire on peut faire juste bien notre taf et qu'ils s'en rendent pas compte et après lui dire bah voilà, on avait ces deux choix-là, celui-ci est plus coûteux et pas éco-conçu, celui-ci est moins coûteux et éco-conçu, on est parti sur ça. Voilà. En fait, c'est juste prioriser par rapport à ça, nous, la roadmap. Et en fait, en général, quand on met ça aussi vis-à-vis avec un coût monétaire, hein, parce que souvent, c'est un coût, et vu qu'on essaie de faire moins, mais avec le même niveau de satisfaction, ben, en fait, c'est plus économique, limite de faire l'éco-conception en termes de développement, etc. Du coup, ben, c'est important on peut faire ce lien-là, notamment sur des clients qui vont être privés ou qui ont des enjeux, en tout cas de budget. Ben, ça peut faire la différence. Mais effectivement, après, ça dépend de la personne, ça dépend de pourquoi il ne veut pas. Est-ce que juste parce qu'il ne croit pas? Est-ce que c'est un problème avec la partie écologique, des choses? Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses derrière tout ça. Donc, déjà, bien identifier le problème et après, ben, appuyer sur lui, c'est quoi ce qu'il cherche pour lui prouver qu'en fait, dans tous les cas, l'éco-conception répondra à son besoin et même que des fois, ça peut avoir un peu plus de valeur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, je vais ajouter un outil qui peut être intéressant alors, ce n'est pas exactement dans ce que tu viens de dire, pas forcément pour convaincre, pour montrer. Tout bêtement, un RICE, qui est une notation classique pour prioriser les fonctionnalités en product management, en fait, vous pouvez lui ajouter une petite notion de green. Enfin, nous, c'est ce qu'on avait fait à l'époque. C'est-à-dire que dans la priorisation directement des fonctionnalités, en fait, on ajoutait ce petit côté, est-ce que cette solution, elle est plus ou moins green? Le fameux, ça, c'était plus éco-conçu, tu rajoutes de manière naturelle. Ça peut aussi s'ajouter aux outils de priorisation qui existent déjà. Et du coup, un PM ou un PO ou même des devs, ils ne le verront pas négativement. Au contraire, c'est juste une nouvelle contrainte qu'on s'ajoute à nous tous, toute l'équipe. Et donc, ce n'est pas des nouvelles choses à ajouter, c'est juste des évolutions de choses existantes. Voilà. Mais en effet, des fois, c'est a posteriori que tu vas convaincre. Et des fois, c'est aussi en mode regardez, en fait, moi, je l'ai fait, j'ai scoré moi-même le truc. Et au final, on s'aperçoit que c'est pareil ou c'est moins cher. Enfin, cher au sens coût, utilisateur, business, tout ce que vous voulez comme coût pour ça. Donc, je te rejoins complètement, Eline, avec tous tes exemples. Et juste pour compléter, en fait, ça peut paraître un peu bizarre de le faire a posteriori et faire notre truc en chambre et tout, alors qu'on essaie d'évangéliser. Mais en fait, c'est pas vraiment en chambre, c'est une façon de penser, l'éco-conception. C'est juste de faire au mieux notre travail. Donc, en fait, si on arrive à faire ça, on peut l'optimiser et être optimisé sur l'éco-conception. Donc, en fait, après, juste le démontrer. Et tu fais un peu une pierre deux coups. Tu démontes l'éco-conception et en plus l'avantage du design. Donc, je pense que là, tu es gagnant dans tous les côtés. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, en fait. Ce qui est important, c'est aussi de ne pas se voler la face. Et je trouve ça très intéressant,
la pierre que tu rajoutes au rice, Chloé, qui nous permet de prendre conscience que, OK, là, sur tel aspect, on n'a pas pris le choix de l'éco-conception, on sait que là, c'est pas bien, on va essayer de faire mieux plus tard. Bon, on a une marge de manœuvre, mais clairement, là, vu le contexte, les conditions, le MVP qu'on veut sortir ou quoi, on acte bien qu'on fait ce choix-là consciemment, tous ensemble. Donc c'est aussi très important d'avoir ce regard-là et que la démonstration a posteriori ne soit pas si brutale que ça, puisqu'en fait, on s'y attendait. En fait. On s'y attendait, on a une marge positive d'action. Donc, c'est plutôt fort. Juste si je peux compléter, parce qu'il y a une question que j'ai vue. Ouais. Effectivement, d'un point de vue marketing, ça peut être un peu déroutant parce qu'on fait payer quand on vend de l'éco-conception, mais en fait, si on dit qu'on en fait tout le temps, est-ce que du coup, ça vaut le coup de vendre de l'éco-conception en plus? Mais je pense qu'il y a un moment où, quand on le vend et que la personne le souhaite vraiment, on peut partir sur une démarche un peu plus stratégique et plus haut niveau. Je pense que là, Stéphanie aura plus d'éléments pour répondre, mais tout ce qui est économie circulaire et tout, on peut monter vraiment à un point de vue plus business de l'entreprise pour les aider à se positionner sur de l'éco-conception beaucoup plus globale. Mais à notre niveau, effectivement, on peut déjà le faire, mais on ne le vendra pas potentiellement. Mais si on souhaite le vendre et le mettre en valeur, dans ce cas, il faut avoir une vue un peu plus globale du service et de ce que la personne vend, que ce soit un outil, un service ou autre. Et c'est là où ça va faire la différence. Donc, c'est un peu marketing, mais c'est quand même pas mal d'arriver à les convaincre d'acheter l'éco-conception parce que ça nous permet de prendre plus de hauteur sur l'ensemble. Si je peux me permettre de compléter un petit peu. Vas-y. Je suis tout à fait alignée avec ce qu'ont dit Chloé et Eline. Je pense qu'il y a pour comment convaincre, en fait, que ce soit le client, les utilisateurs, les partenaires, etc. Il y a une première étape indispensable sur la prise de conscience des impacts, parce que si on ne comprend pas, en gros, pourquoi il faut le faire, on ne va pas forcément être motivé et surtout être motivé dans la durée. Donc, en fait, chaque projet de service numérique est une occasion de porter la parole du numérique responsable et donc de sensibiliser à l'éco-conception. Il y a un deuxième truc qui est super important, pas que dans l'éco-conception numérique, mais en général dans la transition, c'est de donner envie. Tu l'as dit, Eline, donner envie plutôt que d'avoir une approche un peu culpabilisante. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut plutôt essayer d'aller sur les bénéfices qu'il va y avoir à mettre en œuvre l'éco-conception plutôt que le côté un peu punitif de l'écologie. Donc, comme tu disais, Eline, trouver l'argument qui va marcher pour chacun. Est-ce que c'est on va avoir un meilleur SEO parce que le site va être plus léger? Est-ce que on va avoir une meilleure conversion parce que les parcours vont être raccourcis? Est-ce que on va avoir une meilleure expérience utilisateur? Enfin voilà, il y a plein de meilleur ROI, il y a plein de bénéfices qui sont possibles. On va faire des économies, on va avoir un impact positif sur l'image de marque. Il faut trouver le bénéfice qui va parler à chacun. Et puis, il y a un truc aussi, il faut essayer de rendre ça facile. Que les gens ne se disent pas c'est une usine à gaz, c'est hyper compliqué. Et là-dessus, moi j'ai un truc, c'est les 3 consignes. Moins de données, moins de temps et plus de compatibilité. Donc, c'est hyper résumé. Chloé et Eline, vous avez sûrement des choses beaucoup plus détaillées, mais globalement, par exemple, moi, je travaille pas mal avec des étudiants sur ce sujet. Si on leur dit, OK, dans ton projet, tu vas devoir avoir moins de données qui transitent sur les réseaux, passer moins de temps sur le site et avoir une plus grande compatibilité avec les vieux appareils, les vieux OS, vieux navigateurs, etc. Maintenant, dis-moi ce que tu fais dans ton métier sur chaque étape du cycle de vie. Et les étudiants trouvent, en fait, parce qu'avec la compétence métier qu'on a, le développeur, il sait ce qui représente du poids, le designer aussi, l'UX aussi. Donc, ces 3 consignes-là, si on met l'équipe d'accord autour de ces 3 trucs-là, c'est assez facile après à mettre en œuvre et chacun va avoir la responsabilité dans son domaine de faire moins de données, de faire moins de temps et d'avoir plus de compatibilité. Et puis, un des trucs aussi que vous avez dit, c'est changer de posture, changer de regard. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on commence à travailler sur de l'éco-conception, il y a certains KPI qui deviennent totalement incongrus. Aujourd'hui, le web marketeur qui gère un site Internet, plus il a une durée de visite qui est longue, plus il est content. Donc, en fait, dans l'éco-conception, ce qu'on essaye de faire, c'est de passer moins de temps sur le site. Donc, en fait, on ne va pas valoriser la durée de visite longue, on va valoriser la durée de visite courte. Ou bien sûr, l'utilisateur a trouvé ce qu'il cherchait. Mais il y a certains KPIs qui vont s'inverser.
tout ce qui est volumique, c'est comme dans la démarche d'éco-production ou de transition écologique de l'entreprise. Tous les KPI qui sont volumiques, ils doivent être challengés. Plus je fais de volume, plus j'ai d'impact. Donc, comment je fais pour avoir moins d'impact en réduisant les volumes, en continuant à proposer un service qui apporte sa valeur, son service, sans dégrader le service. Donc, ce truc de KPI, il est important. Et il y a aussi un truc c'est l'évolutivité. C'est-à-dire, aujourd'hui, un site éco-conçu, ce qui est acceptable, c'est ça. Dans 6 mois, ce sera ça. Dans 1 an, ce sera ça, etc. Donc, surtout, rester dans une posture d'évolutivité et de check permanent pour suivre l'évolution de la norme culturelle. Hein. Et sur le marketing, ce que je voudrais dire, c'est surtout ne pas faire ça pour des raisons marketing. Si on fait ça pour des raisons marketing, on est sûr d'aller dans le greenwashing. On est sûr d'aller dans l'économie de moyens, de changement, d'évolution, etc. Donc, ça doit vraiment être un choix d'entreprise. Hein. Ça doit être aligné avec les valeurs de l'entreprise, sa raison d'être, sa volonté du dirigeant et des équipes de contribuer positivement ou d'avoir moins d'impact négatif. Si on le fait pour des raisons marketing et com, on va mal le faire. Il y a des grandes chances qu'on le fasse mal. Et même quand on le fait bien, il y a certaines entreprises qui ne communiquent pas dessus, parce qu'aujourd'hui, on a je ne sais pas si vous connaissez le greenwashing, c'est le nouveau contraire du greenwashing. Donc, greenwashing, c'est je fais pour pouvoir en parler. Et greenwashing, c'est j'ai fait, mais je n'en parle pas parce que j'ai peur de me prendre un retour négatif parce que je ne suis pas parfait en tant qu'entreprise et je vais avoir des choses qui créent de l'impact. Voilà, donc il y a tout ça en fait sur par exemple, McDo France, le site de McDo France, il est relativement bien éco-conçu, je crois. Mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ont une image multinationale avec tellement d'impact négatif à côté que ce serait un peu tendre le bâton pour se faire battre. Si vous prenez Bouygues Télécom, le site corporate, il est éco-conçu aussi. Eux, ils en parlent. Ils expliquent vraiment de façon hyper pédagogique pourquoi ils ont fait cette démarche, c'est quoi les impacts du numérique, c'est quoi l'éco-conception. Et même, ils donnent des outils pour que l'utilisateur, en cours de parcours et d'utilisation du site, puisse lui-même réduire son impact. Par exemple, passer en fond sombre ou des choses comme ça. Donc, voilà, tout ça est très… le côté marketing com, il est à faire de façon vraiment sincère, authentique et pas juste pour la com. Si je peux compléter un truc, dans la com et dans le marketing, il y a aussi pour les entreprises, c'est un moyen d'attirer les talents aussi aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeunes designers ou de designers moins jeunes aussi qui cherchent et qui ont envie de retrouver ces valeurs-là. Moi, je vois beaucoup de designers se prendre des claques. Pour le coup, c'est vraiment le terme exact. Quand ils commencent à s'intéresser à l'éco-conception et du coup vont tendre à chercher des projets, des entreprises qui vont correspondre à ces valeurs-là. Et c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quasiment tout le monde en fait, on n'arrive plus à savoir qui en fait vraiment bien, pas bien, est-ce que c'est vraiment dans les valeurs ou est-ce que c'est marketing. Et ça c'est un enjeu aussi pour les designers en tant que tels, mais aussi pour les entreprises pour recruter. Et d'ailleurs, c'est aussi un avantage sur le CV, sur le CV d'un designer, d'un UX, d'un développeur, d'un web marketeur, d'un data analyst, etc. La maîtrise de l'éco-conception, c'est un vrai plus. Oui, et pour compléter avec ça, je ne sais pas si vous connaissez la maturité des entreprises, mais dans une audit de maturité, on va dire que tout ce qui est écologique, éco-conception et la stratégie liée à ça, c'est le dernier niveau de la maturité d'une entreprise. Donc forcément, si une entreprise veut monter en maturité, elle va tendre vers ça. Donc effectivement, elle va être intéressée par des profils bien connaisseurs ou en tout cas qui pratiquent l'éco-conception de façon experte. Moi, si on parle de tout ça, j'aimerais faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est important qu'on se le note. On en a beaucoup parlé de c'était quoi un produit éco-conçu, etc. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que là, on a parlé de bons exemples et de greenwashing et de greenwashing. Je ne connaissais pas ce mot. Merci Stéphanie. Je pense que c'est important aussi de parler de qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on ne regarde pas quand on parle d'éco-conception. Et le sujet Netflix est un très bon sujet, je trouve, pour voir les limites. Donc, c'est du streaming, tout le monde le sait. Stéphanie, tu as très bien expliqué les problèmes du streaming tout à l'heure. Sauf que vous allez sur leur site et ils disent qu'ils sont éco-conçus. Et pourquoi ils sont éco-conçus? Et ils ne mentent pas. Voilà, on va le mettre sur le plan. Ils ne mentent pas quand ils disent qu'eux sont éco-conçus.
Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure on était d'accord sur la définition du produit éco-conçu tout à l'heure, c'est vraiment dans la limite de Netflix, c'est-à-dire leur application et leur site web. Là, ils sont le plus éco-conçus possible. Par contre, les data centers qu'ils utilisent ne rentrent pas dans leur décompte et dans leur analyse de cycle de vie, en fait, dans leur score, leur fameux score, parce que ce n'est pas chez eux et ce n'est pas à eux. Et en plus, il y a autre chose qui ne rentre pas dans leur score non plus, c'est le fait qu'ils envoient plein de gens à l'autre bout du monde filmer 2 scènes pour une série. Et ça ne compte pas. Mais Netflix se dit green et le reconnaît en tant que green et du coup s'affirme en tant que tel. Donc en fait, c'est là où McDo, je pense qu'ils n'osent pas non plus y aller parce que tout le reste derrière qui n'est pas à eux n'est pas encore green. Et donc, ils y vont doucement sur le sujet. Donc en fait, il faut savoir aussi comprendre est-ce qu'on parle de ce qu'on maîtrise, est-ce qu'on parle de l'ensemble des choses qu'on est responsable. Et c'est l'effet, le nom m'échappe, l'effet Jevon, il me semble. C'est Netflix. Le problème de Netflix, au-delà de tout ce que je viens de dire sur le streaming et tout ça, ils ont un autre effet. C'est que c'est Netflix qui a fait que les gens, ils ont changé de télé, ils ont changé de téléphone, on est passé à la 5G, on est passé à la plus que 4K, même 8K, etc. maintenant. Et donc, ça a des impacts sur les usages des gens non négligeables. Et c'est cet effet-là qui est très difficile à comprendre. Et donc, du coup, quand on commence à toucher la com, autour de tout ce que disait Stéphanie tout à l'heure sur c'est quoi un produit éco-conçu, il faut comprendre qu'en fait, il faut aller trouver le juste équilibre ou le juste positionnement. Et je pense que ce n'est pas simple aujourd'hui d'aller justement entre pas tomber dans le greenwashing et savoir parler au juste niveau et savoir prendre des décisions au juste niveau aussi. Alors Netflix, en effet, c'est un très bon exemple et je voulais vous parler, je vous enverrai le lien tout à l'heure, un guide qui a été fait par l'ADEME et WeShare qui s'appelle Guide de questionnement sur le service numérique, qui est en fait un guide qui pose des questions sur soit avant ou pendant la vie d'un site internet pour essayer de voir s'il est indispensable, s'il est utile, quelles fonctionnalités il faut mettre, comment on l'utilise aussi comme moyen de sensibiliser à l'éco-conception, à l'impact du numérique et tout ça. Et c'est un exercice que je fais souvent avec mes étudiants, de prendre Netflix comme sujet et d'utiliser ce guide de questionnement pour se demander comment Netflix pourrait être plus responsable d'un point de vue numérique. Je vous donne juste un exemple. Il y a des fonctionnalités. Vous pouvez paramétrer votre compte pour avoir un flux vidéo de plus bas débit que le très haut débit qui est un peu par défaut. Vous pouvez aussi configurer le fait de désactiver les bandes annonces quand vous êtes en train de chercher le film que vous allez regarder ou la série. Vous avez les bandes annonces en automatique, vous pouvez les désactiver. Vous pouvez désactiver le fait de passer à l'épisode suivant. Donc ça, c'est des choses qui existent, mais qui ne sont pas en fait communiquées spécialement par Netflix. Il y a peu de communication là-dessus. Donc ça existe, mais les valeurs par défaut restent les valeurs d'impact maximal et il y a peu de communication sur ces éléments. Et comme tu disais, Chloé, quand on calcule l'impact environnemental d'une entreprise, il y a 3 scopes, scope 1, 2, 3. Le scope 1, c'est l'impact direct de l'entreprise. Le scope 2, c'est tout ce qui est en amont, donc ça va être les prestataires, par exemple, les fournisseurs, etc. Et le scope 3, c'est tout ce qui est en aval, ça va être les utilisateurs. Et quand une entreprise, quand elle calcule son impact carbone, par exemple, pour que ce soit correct, il faut que les 3 scopes soient comptabilisés. Si on fait que 1 ou que 1 et 2, c'est pas bon. Netflix a un impact en scope 3 qui est énorme, comme les fabricants de voitures, comme les fabricants de smartphones, etc. Enfin, il y a certains secteurs dans lesquels l'usage est beaucoup plus impactant que la fabrication. Donc, il faut vraiment calculer l'ensemble. Et alors, on pourrait se dire Netflix, c'est un peu le diable d'un point de vue numérique responsable, mais il pourrait faire plein de choses en fait pour réduire l'impact négatif, mais aussi apporter l'impact positif. Par exemple, s'ils décidaient de prêter leur architecture technique à des ONG qui travaillent pour la cause environnementale ou sociale, mettre à disposition, par exemple, comme TEDx, vous voyez, un Netflix X des ONG environnementales pour pouvoir diffuser gratuitement et sans abonnement nécessaire tous les documentaires qui parlent je sais pas, du vivant, de la vie sauvage, des animaux, des impacts des entreprises, de comment on change nos impacts, ça pourrait être une création d'impact positif intéressant. Donc, quand on creuse un petit peu un sujet, évidemment, je ne choisis pas Netflix par hasard, hein, c'est un peu pour cristalliser un peu tous les impacts maximum, on trouve plein d'idées
si on veut aller dans le sens de l'impact positif, on peut trouver plein de façons de le faire, même pour quelqu'un qui a une entreprise qui a un impact fort. Pour compléter dans les bonnes questions, il y a l'État qui a mis un référentiel en place, c'est le référentiel général d'éco-conception et de services numériques, qui se pose les bonnes questions aussi. Et effectivement, il y a la question concernant la durée de vie, l'ancienneté des ordinateurs ou des terminaux, en fait, simplement. Est-ce que sur ton téléphone, est-ce que ça marche sur un téléphone de plus de 5 ans, par exemple sur Netflix? Je me pose la question. Ce genre de questions, en fait, c'est hyper intéressant de se les poser au fur et à mesure de son projet. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez tester ce référentiel aussi. Ça peut vous permettre d'avoir un petit score. Je vous mets le lien ici. Je trouve qu'il est bien fait, ils l'ont fait tester et c'est une bonne initiative et ça montre qu'il y a des choses qui bougent, comme disait Stéphanie au tout début. Et pour rebondir sur la fracture numérique, c'est un super outil aussi, du coup, pour la limiter. Ouais, c'est vrai. Je vous mets le lien du guide ADEME et WeShare aussi. Merci. Alors, maintenant qu'on a pris conscience des enjeux qui nous ont amenés à faire de l'éco-responsabilité, qu'on a pris conscience aussi que faire du design, par essence, c'est être éthique, c'est par essence être éco-conçu, par essence être aussi accessible et inclusif. Maintenant, est-ce qu'on pourrait se poser la question de se demander, on y a répondu un petit peu, mais pas encore globalement, est-ce que nos utilisateurs sont prêts? Quelles sont les problématiques eux sont prêts à accepter? Est-ce qu'on a un équilibre à avoir? On n'est pas obligé d'être à 100% pour l'instant. Et ça serait génial d'être à 100%. Et voilà, comment on deal ces choses-là en tant que designer? Et puisque c'est des questions qui, bien entendu, vont nous arriver de manière assez frontale de par la direction souvent. Donc voilà, est-ce que les utilisateurs sont prêts? Est-ce qu'il y a un équilibre à avoir? Chloé, je te laisse commencer à prendre la parole. Tu as déjà commencé à nous partager la méthode RICE Ouais. c'est RICE. On avait juste rajouté un green derrière avec les devs, pour le coup, c'était eux qui nommaient ça pour voir le poids que ça allait coûter et le nombre d'appels serveurs. Donc, ils s'étaient fixé une norme et puis c'était plus ou moins G. Okay. Oui, alors en fait, moi j'aimerais bien Éline l'a beaucoup dit en intro dans sa présentation de l'éco-conception tout à l'heure. En fait, il faut se mettre dans la peau d'un utilisateur pour ce côté-là. En fait, un utilisateur, lui, il est au milieu du capitalisme aujourd'hui et il a plein de choses à sa disposition qui sont trop bien. J'en ai parlé tout à l'heure, mais la gamelle automatique pour les chats, c'est pas mal. Et puis le fait que je puisse filmer mon chat toute la journée et le voir quand est-ce que je veux, c'est quand même marrant. Et il y a plein de choses qui se passent. Donc en fait, les utilisateurs, ils sont quand même dans le monde d'Amazon, dans le monde du gadget, dans le monde de plein de petites choses autour d'eux. Et nous, avec notre bonnes idées et notre bonne volonté, on va s'intégrer là-dedans. Donc c'est très difficile à faire et très difficile à aller trouver, comprendre et tout. On en a déjà un petit peu parlé à droite à gauche des différents débats. Et en fait, c'est comment on va aller trouver ce fameux équilibre-là. Et ça, c'est très compliqué. Donc moi, quand j'étais chez Now You à France Télévisions, on s'est posé beaucoup de questions pour aller vers ça. Et parce que moi, je crée un nouveau média et en face de moi, comme c'était pour les jeunes, je crée un média où moi, en concurrence, j'ai TikTok, Insta et Snapchat. Et moi, je vais leur faire un site web. Super. Donc, comment en fait on va aller grappiller les concepts ailleurs? Comment on va aller traiter ça? Comment on les instaure dans notre vision, dans notre stratégie? Et là, s'il n'y a pas de bonne manière de faire, c'est vraiment, il faut aller... on l'a dit tout à l'heure, regarder les besoins réels, regarder les choses. Et par exemple, nous, la research, qu'est-ce qu'elle nous a appris à ce moment-là? Donc attention, je ne vais pas forcément citer l'étude en particulier, mais dans l'ensemble, en fait, vis-à-vis de l'écologie, vous avez un tout petit pourcentage tout en haut, dans une espèce de diamant là, de l'écologie, qui sont les protagonistes. Donc, c'est ceux qui sont déjà ultra investis, qui sont dans des assos, qui font ça déjà tous les jours, qui sont actifs en fait dans l'écologie.
En dessous, on avait ce que nous, on avait noté les écologistes. Donc, c'est ceux qui ont déjà fait un pas vers l'écologie. Donc, ils ont peut-être limité leur consommation de viande. Ils ont peut-être limité leur usage de TikTok ou leur usage de Netflix avec les différentes fonctionnalités que Stéphanie vient d'énumérer, etc., etc. Ils ont déjà un pas vers. Ensuite, on a tous les freeriders. Donc, les freeriders, c'est un concept en sociologie qui dit que ce n'est pas les gens forcément qui vont s'engager, mais c'est les gens qui vont suivre la direction principale. Donc ceux-là, par exemple, dans les freeriders, ils ne sont pas contre l'écologie, ils sont plutôt pour, mais il faut que ce soit sur leur chemin. Typiquement, avoir une poubelle jaune, si elle est devant chez eux, c'est facile à utiliser, je sais quoi mettre dedans, c'est plus facile que d'aller amener son verre à l'autre bout du quartier une fois par mois. C'est bête, mais ça y joue. C'est facile pour eux et c'est dans la lignée. Et ensuite, on a ceux qui sont contre, qu'on ne changera jamais. Ça ne sert à rien d'aller chercher cela. Ça serait bien, ça serait le monde idéal. Mais l'idée, c'est déjà plutôt comment on transforme les freeriders en fait, au quotidien. Et comment ceux-là, on les fait rentrer dans l'écologie de manière normale, naturelle, et qu'en fait, ils utilisent des choses écologiques. Donc là, on parlera de solutions et de tips après, pour vous donner plein de tips sur comment faire ça et comment les prendre. Mais en tout cas, de trouver cet équilibre-là, il est difficile. Nous, par exemple, ce qu'on s'est rendu compte, et Stéphanie en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, en fait, les gens, nous, on a fait ça en test itératif pour construire ça. Donc, en fait, on est allé au début dans l'extrême de l'imaginaire de l'éco-conception. Donc, tout premier test du média qu'on fait, on fait un test en noir et blanc ultra pixelisé. Les gens, première réaction des gens, oh, mais c'est buggé, je ne comprends pas. On leur explique derrière que c'est pixelisé et en noir et blanc parce que c'est éco-conçu. Et là, ils sont tous là, ah, mais c'est une trop bonne idée, mais c'est pas grave, ça donne un style, etc., etc. Ok, donc on voit quand même qu'il y a une acceptabilité, mais on allait perdre trop de gens au début. Donc en fait, on s'est rendu compte quand même qu'en travaillant sur des leviers, etc., mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas enlever. Si on enlevait certaines choses, on allait perdre trop de gens au premier abord. Donc comment on s'assure là de maintenir l'engagement des utilisateurs à ce moment-là et ensuite de les faire passer dans l'éco-conception. Donc nous, par exemple, on a surfé sur une vague en DA qui était de complètement compresser les images et de limiter le nombre de couleurs, ce qui fait que du coup, le poids de l'image est très limité derrière. Et du coup, d'en faire une force, c'est-à-dire d'utiliser des couleurs fluo, d'utiliser vraiment cette force, ce côté pixelisé. Et ça, en fait, dès qu'on l'a montré aux utilisateurs, cette nouvelle DA, on a eu 0 retour sur le côté pixelisé, sur le côté pas bon, etc. Donc en fait, l'itération, et tu l'as dit, Éline, tout à l'heure, les tests itératifs et l'itération, c'est la règle numéro 1 pour trouver ce fameux équilibre. Parce qu'en fait, vous allez être face au marché qui est très, très loin et qui s'en fout complètement de l'éco-conception, et vous allez avoir envie d'être le plus éco-conçu possible. Un site le plus éco-conçu possible, il n'existe pas, en fait, parce que c'est juste que, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un site web pour faire ça, vraiment ? En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, en fait, si on veut être éco-conçu, on n'existe pas en digital. Donc, c'est toujours ça. Donc, c'est extrême. Et c'est deux extrêmes qui vont s'affronter. Donc, c'est qu'est-ce que vous est très important pour votre sujet et pour que les gens viennent, en fait, à votre reste, en fait, et soient engagés dans votre produit, tout en soit communiquant complètement de manière directe sur le sujet d'éco-conception, etc., ou au contraire, faisant du nudge, c'est-à-dire des petits tips pour pas qu'ils le voient, mais en fait, ils font de l'éco-conception, parce que tous les exemples d'Éline tout à l'heure, pour justement trouver l'équilibre entre ce qui est acceptable et ça. Et Stéphanie l'a très bien dit tout à l'heure, les produits éco-conçus sont des produits évolutifs. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous mettez une fonctionnalité qui n'est pas éco-conçue à l'instant T, mais qui va pouvoir le devenir dans 6 mois, qui va pouvoir le devenir dans 1 an. Donc, en fait, c'est toujours trouver l'équilibre entre ce que vous pouvez faire maintenant qui va marcher pour l'utilisateur et qui respecte vos valeurs. Donc, trouver l'équilibre entre les deux. Et des fois, peut-être que ça ne respecte pas la valeur ici, mais à l'opposé. Et aussi, je rappelle, et c'est important, et j'ouvre là-dessus, c'est un produit, ce n'est pas juste une application et un site web. Il y a toute la com autour, il y a tous les réseaux sociaux autour. Il faut vraiment penser la chose en CX et en globalité sur un produit. Et donc, des fois, on va peut-être faire des choix qui ne sont pas si écologiques que ça, par exemple, d'aller sur Instagram pour promouvoir un produit, parce qu'on en a besoin pour l'engagement utilisateur, mais à côté de ça, faire un site ultra éco-conçu où on va mettre toutes les règles dessus. Et donc, c'est qu'un truc qui s'équilibre. En fait, il n'y a pas de bonne manière de faire, il n'y a que des questions à se poser à tous les niveaux, tout le temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphanie et Éline. Oui, tout à fait aligné.
y a un point super important, c'est comme tu disais, expliquer pourquoi. En fait, les utilisateurs sont beaucoup moins réfractaires qu'on pourrait penser. Quand on commence à discuter avec eux, expliquer pourquoi on veut le faire et puis réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire, on trouve des solutions extrêmement, beaucoup plus radicales que ce qu'on aurait pu proposer par défaut. Hein. Donc, laisser le choix à l'utilisateur de savoir s'il veut afficher les images lui-même, les mettre en monochrome, mettre en silhouette, en vecto. Enfin, il y a plein de solutions et la créativité, elle est super importante. Hein. Il ne faut pas croire qu'un site éco-conçu, c'est un site qui est moche avec un design pourri et où il n'y a pas de créativité. Au contraire, la radicalité, c'est d'amener des solutions par la créativité. Je suis alignée aussi avec tout ce qui a été dit. Il y a un truc aussi, c'est que souvent, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui a changé au niveau de la performance. Je ne sais pas si ça joue chez vous, mais il y a des projets sur lesquels la performance, elle est hyper impactée. Et on fait 2-3 changements, voilà, on teste des trucs et la performance s'améliore. Et je sais pas, bizarrement, il n'y a plus de problème sur le site. Parce que la plus grosse performance, enfin, le plus gros problème, c'était la performance, le fait que ça rame. Et en fait, des fois, juste des petites choses peuvent changer ça. Et là, ça les convainc. Et après, on peut mettre en place plus de choses. Et si ça leur dit oui, c'est pour la performance, bizarrement, il n'y a plus de sujet, quoi. Ouais, si on ne parle même pas d'éco-conception qui peut être très complexe dans certains cas métiers, mais si on parle juste de performance, en fait, ça peut aider aussi à convaincre. Donc, c'est un bon test pour voir si on fait des choses et que ça ne les choque pas, mais que la performance s'améliore et qu'ils sont plus contents. Des fois, c'est avec un site gagnant-gagnant. on a un ranking SEO qui est meilleur. Donc, ne serait-ce que ça, Ouais. par exemple, c'est déjà un bon argument. Bah, merci en tout cas pour ce point de vue. On va passer à la dernière partie de notre table ronde avant-dernière partie, on va dire. Puisque à la toute fin, je demanderai à toutes les trois quels seraient les golden nuggets que vous garderiez de cet échange, quelles sont les choses voilà, qui vous ont, qui étaient peut-être nouvelles aujourd'hui, qui ont changé un petit peu votre manière de faire et que vous allez mettre en application. Donc, gardez le temps d'y répondre. Et d'ici là, en fait, on va pouvoir échanger concrètement en tant que designer et en tant que personne naviguant dans ce monde digital, quels seraient les tips à avoir en termes d'outils, en termes de pratiques? Est-ce que vous avez des choses à partager à nos étudiants qui vont leur permettre, durant les prochaines années, à mon avis, d'essayer de creuser, d'améliorer leur quotidien? C'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi un petit peu, alors je vous laisse essayer de nous en partager certaines. Moi, je dirais, j'en ai parlé déjà tout à l'heure avec le guide Adem et Wisher, mais c'est le questionnement. C'est vraiment se dire absolument tout est questionnable. Il n'y a pas de tabou à partir du moment où on en parle en équipe, avec les utilisateurs, etc. Tout peut être questionné. Ce n'est pas parce qu'on fait comme ça aujourd'hui qu'on doit faire comme ça. Par exemple, c'est parce qu'on fait un moteur de recherche où on affiche le plus de résultats possible, qu'on ne devrait pas aller vers un modèle où on en affiche le moins possible, mais le plus pertinent possible. Pour le coup, c'est un avantage pour tout le monde. Donc, tout est questionnable sur toutes les dimensions du projet, y compris est-ce que le projet doit être fait ou pas. Hein, Chloé, tu l'as dit plusieurs fois. Donc, il y a une espèce… En fait, aujourd'hui, on arrive à une situation où on a une bande passante qui est tellement performante qu'on peut quasiment faire des sites… moi, j'ai vu des sites avec des homepages qui font 40 mégas. C'est inimaginable. Aujourd'hui, la moyenne d'une homepage, c'est 2 mégas, c'est déjà énorme. Il y a 10-15 ans, on faisait des homepages qui ne faisaient pas plus de, je sais pas, 300, 400 K pour que ça s'affiche vite. Donc, c'est possible. Il faut juste… Il y a quelqu'un qui est très connu dans le domaine du numérique responsable, c'est Stéphane Bordage, qui est le fondateur du collectif Green IT, et qui dit il faut enlever le gras numérique, il faut enlever tout ce qui est superficiel. Si vous voulez le suivre sur LinkedIn, il n'est pas sur Twitter, je crois, mais… et en fait, une des choses les plus importantes, c'est se remettre sous contrainte. Hein, se remettre sous contrainte de bande passante, de poids, de choses comme ça, pour refaire des choses qui sont plus propres, quoi, en fait. Donc, moi, c'est le questionnement, vraiment.
Ouais. Juste par rapport au questionnement, on en parlait, ils en parlaient ce matin avec Quentin sur l'intérêt de la veille, mais pas de la veille technique, évolutive des outils. C'est plutôt vous construire vraiment culturellement une veille qui permet de prendre conscience de ces enjeux-là au sens large et puis d'avoir la possibilité d'avoir une flexibilité mentale. Et ça, c'est vraiment des soft skills qui aujourd'hui, vous les présentez à un recruteur, ça fait tilt, quoi. C'est quelque chose qui change un petit peu la donne. Donc Tu veux ça a des vraiment. sources? Tu veux des sources, Pierre, c'est ça? Sources de veille? Euh, non, pas forcément, mais enfin, sur remarque, si tu as des choses toi qui te stimulent, mais bon, après, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel vis-à-vis de ça, mais En média, il y a Uzbek Erika, oui. qui sont pas mal sur le sujet. Il y a l'ADEME, évidemment. Il y a l'Institut du numérique responsable. WeShare. Il y a Negaoctet aussi, qui est pas mal. Mhm. Il y a beaucoup d'assauts, en fait, qui travaillent sur le sujet. Ouais. Tech Trash qui prend le contre-pied de toute l'actualité. Stéphane Donc, Bordage, Vincent Courboulet aussi, qui est de l'INR. Chloé, Eline, est-ce que vous avez des outils, des manières? Alors, je crois que c'était Eline, tu nous parlais de Green IT tout à l'heure pour passer un peu au crible des sites internet. Est-ce que vous avez des choses pour nous expliquer un petit peu plus ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a l'éco-index aussi derrière Green IT. Ouais, en fait, sur Green IT, ça permet de voir un peu selon différents critères. Hein. On peut être soit avec la lettre, simplement, vous pouvez tester, soit plus en détail sur tous les critères, voir là où il y a un manquement. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que ça permet vraiment d'aligner l'équipe. Et c'est peut-être un conseil que je donnerais pour mettre en place l'éco-conception, c'est aligner l'équipe au minimum, vraiment minimum, PO et Dev, parce que à ce moment-là, ça permet vraiment d'avoir au moins un micro-bout de bout en bout, même si c'est mieux d'avoir l'entièreté. Et un autre conseil, c'est en fait, si vous n'arrivez pas à mettre en place de l'éco-conception, ne vous fatiguez pas, c'est juste que ce n'est pas le moment de la bataille, ce n'est pas le moment. Faites-le à votre échelle, posez-vous les bonnes questions. Mais il y a un moment, il y a un déclic dans la tête des gens et on le ressent. Et si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas grave. Par exemple, actuellement, je travaille quelque part, sur une mission, et je me rends compte que l'éco-conception, ce n'est pas du tout une priorité. Ce qui est OK, hein, parce que chacun a ses priorités, il y a différents niveaux, et il y a aussi différents niveaux d'éco-conception. Et je me rends compte qu'en fait, dans l'équipe, au fur et à mesure, il y a des devs qui y pensent et qui disent ah ben, on pourrait tester des trucs. Et en fait, c'est à ces moments-là qu'il faut se battre et dire oui, on est là, on vous aide à mettre en place les choses pour que petit à petit, ça fasse effet boule de neige. Mais il y a un moment où il y a des situations où c'est OK, on ne peut rien faire et c'est pas grave, c'est juste que c'est pas le bon moment et ça dépend des contextes. Mais il ne faut pas se fatiguer et déprimer. C'est là aussi il faut faire un peu un état de ce que nos valeurs nous permettent, jusqu'à où on peut aller et ce qu'on peut attendre des autres. C'est un peu ce schéma qui est compliqué quand on est designer, surtout d'un point de vue éthique. Donc, ouais, mes deux conseils, c'est aligner les équipes au minimum les plus proches, au maximum tout le monde, quoi, ça serait encore mieux. Et sinon, si vous voyez que le combat n'est pas faisable, le terme combat est peut-être un peu fort, hein, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça. Si le combat n'est pas faisable, c'est pas grave, c'est juste que c'est une question de temps. Ça va arriver. Donc, ne vous mettez pas trop la pression parce que ça peut être dur à vivre au quotidien quand on a des valeurs assez fortes. Ouais, clairement, et qu'on est extrêmement impliqué aussi au niveau personnel, le monde pro. Ouais, tout à fait. Vraiment le terrain de jeu. Chloé, est-ce que tu as des tips, des outils, des choses que tu utilises au quotidien et réactiver ton micro, premier tip. Merci. Comme quoi, 2 ans de Covid, ça suffit pas, tu vois. Il y a déjà des très très bons conseils qui ont été donnés et je peux que acquiescer et suivez-les. Voilà. Moi, je vais plutôt vous reparler d'outils. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, on les a un peu disséminés dans toutes nos réponses. J'aimerais bien juste faire un gros bilan aussi, plutôt des outils concrets qui sont à votre portée, des choses auxquelles réfléchir au quotidien dans notre métier de designer. On l'a dit tout à l'heure, le premier point, c'est de limiter les appels serveurs et de limiter le poids des choses. Les images aujourd'hui, c'est ce fameux gras dont tu parlais, Stéphanie.
C'est un vrai sujet. Les petites vidéos, les petits effets, les micro-interactions qui ne sont pas des micro-interactions, mais plutôt des choses un peu jolies pour être jolies. En fait, tout ça, c'est comment vous pouvez les limiter au quotidien. Est-ce que cette micro-interaction-là, elle est vraiment utile pour la compréhension et l'ergonomie cognitive ou pas? Est-ce que cette image-là, elle est obligée d'être en haute définition à tous les endroits, même si elle est en tout petit que personne ne la verra, etc. Donc, c'est des questions et c'est des réflexes en fait à avoir au quotidien où là-dessus, vous n'avez pas besoin de justifier sur l'éco-conception, d'aller faire tout ça. C'est juste des choix de designers face au design et qui sont facilement justifiables pour des sujets de pair qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure. Enfin, il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés. Je voulais juste résumer un petit peu tout ça. Et j'en ai parlé quelques fois, je l'ai dit, j'aimerais bien l'expliquer, c'est l'effet de nudge. J'ai un très très bel exemple avec la recherche. Donc en fait, je parlais d'équilibre tout à l'heure. Imaginons que vous êtes sur Netflix ou sur... je vais citer France Télévisions parce que j'aime beaucoup cet exemple-là chez eux. Elle est vraiment très bien fait. À la base, en fait, si vous enlevez la recherche d'un site de streaming comme France.tv, les utilisateurs, ils vont péter des câbles, mais vraiment péter des câbles. Enfin, ils vont paniquer, ils ne sauront pas où aller, etc., etc. Donc, vous savez que la recherche, vous ne pouvez pas l'enlever d'un site web. Or, la recherche, c'est ce qui fait le plus d'appels serveurs ever. Vous avez l'autocomplétion, vous avez la recherche automatique, vous avez la totale. C'est un enfer sur Terre en éco-conception, la recherche, mais vous ne pouvez pas l'enlever. Problème d'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Du coup, sur France Télévisions, je vous invite à aller regarder, vous allez avoir, j'avoue, je ne suis pas allée, je ne sais pas s'ils ont mis à jour depuis un mois, mais il y a un mois, ça marchait encore. Ils avaient juste une petite loupe classique en research, plutôt qu'avoir une barre de recherche sur le premier écran. Ensuite, vous cliquez dessus, et là, vous arrivez sur une page de recherche qui est dédiée. La barre de recherche, attention, le focus n'est pas mis directement dans la barre de recherche. Donc, il faut soit y aller au clavier, soit aller avec la petite souris. Donc, ça vous demande un effort supplémentaire et vous devez du coup bouger votre souris. Et bouger votre souris, vous allez voir que la barre de recherche, elle est en haut et qu'ensuite, vous allez avoir les choses les plus recherchées, les programmes d'hier soir. Et du coup, au final, en fait, la recherche au sens où je vais taper quelque chose, utiliser l'autocomplétion, cliquer sur Entrée pour aller rechercher quelque chose, est extrêmement peu utilisée. Voilà. Et ça, on pourrait dire, ah, mais c'est parce qu'ils veulent qu'on se perde un petit peu dans le contenu et tout. Bah oui, c'est France Télévisions. Ils veulent qu'on voit le plus de contenu possible pour voir l'entièreté du catalogue et pour pouvoir avoir envie, que ça nous donne envie de regarder d'autres choses. Mais en même temps, le fait de proposer cette page de recherche, ça fait que les gens ils trouvent plus vite ce qu'ils veulent. Et du coup, ils sont contents, les gens, tout bêtement. Et en même temps, sans le vouloir, en fait, on a fait quelque chose d'éco-conçu. Alors, ce n'était pas le but initial. Le but initial, c'était d'accompagner l'utilisateur dans sa recherche. Point, fin de l'histoire. Et ils ont fait ça de manière très naturelle. Et pour le coup, c'est devenu, du coup, un nudge en éco-conception. Donc, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que des fois, il ne faut pas se mettre la rate au corbouillon, et pardonnez-moi la vieille expression, mais vraiment, c'est ça. Pour faire de l'éco-conception, des fois, c'est juste des petites décisions toutes simples, en fait, et qui améliorent déjà la vie de l'utilisateur. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des énormes idées là-dessus. Des fois, c'est juste tout simple, en fait, et c'est juste de l'amélioration continue de l'expérience utilisateur. Ça va suffire, en fait. Et c'est ça le dernier conseil que je dirais, c'est en tant qu'UX, plus vous allez mettre en place de la méthode, plus vous allez comprendre les besoins réels, idées dans la bonne direction pour l'utilisateur, et du coup, ce sera éco-conçu. Voilà, j'aimerais finir là-dessus. Il faut aussi se former et s'entraîner, hein. Chloé, ça va. Oui, oui, bien sûr. Se former, lire les guides existants de référence. Je vous ai mis un lien dans le chat. Voilà, au fil du temps, il faut quand même avoir des connaissances pour pouvoir implémenter l'éco-conception. Par exemple, le player YouTube, si vous l'intégrez dans une page, ça pèse 2 mégas en embed. Si vous le savez, vous allez faire autrement. Vous allez faire une image avec un lien. Voilà. Et du coup, seuls 5% des gens qui veulent voir cette vidéo auront cet impact environnemental et pas 100% qui vont charger le player. Mais ça, si on ne le sait pas, on ne le fait pas. Donc, il faut pratiquer un peu et regarder un peu des guides. Merci toutes les trois pour ces tips et ces outils que vous utilisez au quotidien.
Alors, pour terminer, je vais vous poser une simple question et je vais demander aussi à toutes les personnes qui nous suivent d'écrire ça dans le chat. Si vous aviez qu'une seule chose à retenir, donc en recherche utilisateur, on appelle ça souvent le golden nugget, c'est vraiment la petite pépite là, qui sort, on ne se l'attendait pas, et puis en fait, elle va truster l'ensemble de notre conception. Donc là, quel serait le golden nugget que vous avez eu aujourd'hui, donc qui vient sûrement de la part de quelqu'un d'autre, ou peut-être qui a germé dans votre cerveau grâce à quelques idées d'une autre personne. Donc voilà, toutes les trois, qu'est-ce que vous garderiez comme information dans un coin de votre tête en disant, ah tiens, ça va falloir que je le creuse, c'est quand même pas mal, ça m'a permis de relativiser peut-être sur un projet au niveau perso, pro. Donc voilà, est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui l'aurait déjà en tête? Et sinon, pour tous ceux qui nous regardent, je vous invite à les écrire dans le chat pour les partager. Moi, je dirais enjoy. Enjoy. Ouais. Ok. Pas prendre ça comme un sujet chiant, mais comme un sujet sympa et amusant, challengeant. Voilà. C'est pas mal. Ok. Donc ça t'a fait encore plus aimer ce sujet-là d'en Ouais, parler ouais, je aujourd'hui. trouve que ça rend le truc vachement intéressant, en fait. Des nouveaux challenges. Je pense que quand on travaille dans le digital, on aime bien la nouveauté, par définition. Mhm. Donc, ouais, nouveau regard. Pour moi, il y a un côté, ouais, s'amuser aussi, faire un truc fun. Ouais. Moi, j'ai Ok. bien aimé tous les débats philosophiques que ça a posés aussi. Et je trouvais qu'on avait trois orientations plutôt différentes et on a essayé de compléter ça et j'ai bien aimé. Mais il y a un truc très, très concret et je sais que c'est bête, mais moi, c'est un truc où j'ai envie de creuser ça. C'est quoi une recette green? Et du coup, tu vois, sur Eline, qu'est-ce que tu as mis en place? Je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te la voler. Je veux vraiment te la voler. Pour de vrai. Pas de souci, hein. Si ça peut aider d'autres personnes, c'est le but, hein. Mhm. Vraiment. Moi, dans ce que j'ai retenu, il y a beaucoup de choses que j'ai retenues. Il y a plein de trucs que j'ai testés, notamment les tests extrêmes pour l'éco-conception. Ça, j'ai bien envie de tester parce que je pense que ça va être très fun à voir. Pour le coup, on peut grave s'amuser en les faisant. Donc là, c'est vraiment plus l'enfant qui est en moi qui parle. Euh, mais il y a une phrase que j'ai retenue de Stéphanie. Moins de données, moins de temps, plus de rétrocompatibilité. C'est pas facile à dire. Ouais, plus de comptabilité. Oui, pardon. Ouais. Compatibilité, Attends, ouais. je vais modifier ma phrase, comme ça je l'ai pris en note, mais elle est bien écrite. Et je me dis qu'en fait, ça me fait penser à un peu une équation, tu vois. Genre, et je me dis que c'est un bon moyen d'amener aussi l'équilibre dans les équipes ou aux personnes avec qui tu en discutes. Et j'aime bien cette notion-là, donc j'ai envie de la creuser pour l'évangélisation des projets. Je pense que ça peut être un bon truc, une bonne ouverture. Avec plaisir. Vraiment. Ça me refait penser à nos cours de mathématiques de tout ce qu'on était jeunes, comment trouver le nombre minimum. J'ai Ah oui, le nombre le commun, plus. hein, Ouais, le minimum dénominateur. dénominateur commun minimum. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, du coup, ouais, on est clairement là-dedans, ouais, carrément. Bah, en tout cas, merci à toutes les trois. C'était passionnant de vivre ce moment-là avec vous et je l'espère, on a réussi à rester très intelligible. Et en tout cas, merci d'avoir fait cet effort-là, que ce soit à l'oral ou même dans le chat pour établir certains acronymes un peu compliqués. Voilà, maintenant vous avez une vue pleine sur le sujet de l'éco-conception, vous voyez comment on le met en œuvre, pourquoi on le met en œuvre, quels sont l'ensemble des actions qui peuvent être menées, et encore une fois, nous en tant que designers, eh ben, on s'amuse avec tout le monde, donc ça rend les choses encore plus compliquées, mais c'est encore plus intéressant à vous de voir comment vous allez amener ça dans votre projet, quelles touches vous allez mettre, et comme disait Eline, tous les combats ne sont pas forcément à mener, savoir lesquels et surtout anticiper les prochains. Nous, on se retrouve très bientôt pour ce qui est des UX de l'école multimédia. Demain, c'est design circulaire. Jeudi, fresque du climat. Vendredi, design éthique. Et sinon, on se retrouve sur la communauté de Notre Panique. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour parler de tous ces sujets-là. Et très bientôt lors d'une prochaine table ronde. Et donc voilà, je vous invite vraiment à suivre aussi nos trois intervenantes, Chloé Walfard, Stéphanie Moitié et Eline Séclergère. Je vous invite à les rejoindre sur LinkedIn. Hum, Je pense que vous serez prête à bien sûr. répondre aux différentes interrogations, questions. Voilà, vous allez avoir des profils qui vont venir vous voir. Ne vous inquiétez pas.
Ils sont gentils. Merci. Merci Bah, à vous. Merci Bon beaucoup. après-midi. yes, passe un très bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi à tous.